Elle croyait que cette nuit marquait le début d'un mariage, d'une histoire d'amour avec son mari. Mais pour lui, ce n'était qu'une conquête de plus. Si vous aimez les histoires d'amour, les romances, abonnez-vous à cette chaîne. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. Le parfum des fleurs envahissait le petit atelier chaque matin, comme une prière silencieuse que Élodie Nassif avait appris à comprendre depuis son enfance. En ce matin, particulier de septembre, tandis que ses mains délicates travaillaient avec des orchidées blanches, quelque chose dans l'air semblait différent. La brise qui entrait par la fenêtre entr'ouverte apportait non seulement l'odeur de la mer, mais aussi un présage que sa grand-mère aurait instantanément reconnu. Élodie ajusta son tablier fleuri sur sa robe simple, observant son reflet fragmenté dans le miroir ancien de la boutique. Ses longs cheveux châtains foncés étaient attachés en un chignon sans prétention, quelques mèches rebelles encadrant son visage aux traits délicats, hérité de son ascendance libanaise. Ses yeux d'un vert olive profond portaient ce mélange unique de douceur et de mélancolie qui faisait se demander aux clients les plus sensibles quelles histoires cette jeune fleuriste gardait derrière son sourire bienveillant. La petite boutique de fleurs, héritage de sa grand-mère Amina, était son refuge et sa forteresse. Là, parmi les boutons et les pétales, Élodie avait construit son propre univers de signification. Chaque arrangement qu'elle créait était plus qu'un ensemble de fleurs. C'était un message codé, une histoire que peu savaient lire. Sa grand-mère lui avait enseigné que les fleurs parlaient une langue ancienne, et Élodie, à 26 ans, était devenue parfaitement fluente dans ce langage silencieux. Le téléphone sonna, brisant la quiétude du matin. La voix à l'autre bout de la ligne appartenait à Sophie Mercier, l'organisatrice d'événements la plus demandée de la région. « Élodie, ma chérie, j'ai besoin de toi pour un événement spécial. C'est au Château Saint-Pierre, tu connais ?» Le cœur d'Élodie manqua un battement. Tout le monde connaissait le Saint-Pierre, l'hôtel le plus luxueux de la côte, un monde complètement différent de son petit univers de fleurs et de rêves modestes. « Ce sera un gala de bienfaisance », continua Sophie, sa voix traversant des kilomètres de fibres optiques avec la même élégance qui la caractérisait en personne. « J'ai besoin de tes arrangements les plus impressionnants. L'argent n'est pas un problème. Le client veut la perfection. » Élodie nota les détails d'une main légèrement tremblante, consciente que cette opportunité pourrait être exactement ce dont sa petite boutique avait besoin pour se développer. Tout en organisant les fleurs pour l'événement, Élodie ne pouvait se défaire de la sensation que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Sa grand-mère disait toujours que lorsque les orchidées blanches arrivaient sans avoir été commandées, comme cela s'était produit ce matin-là, c'était le signe que le destin tissait ses fils invisibles. Les jours qui précédèrent l'événement furent consacrés à une préparation intense. Élodie se plongea dans un monde de recherche sur les dernières tendances en matière de décoration florale pour les événements haut de gamme, mais sans perdre son essence. Chaque arrangement serait une fusion d'élégance contemporaine, avec cette touche mystique héritée de sa grand-mère. Les fleurs furent là choisies non seulement pour leur beauté, mais pour leur signification cachée. Orchidées blanches pour le mystère et la pureté, rose rouge pour la passion contenue, lys pour la transformation. La veille de l'événement, Élodie reçut un appel inattendu. C'était à nouveau Sophie, mais sa voix portait maintenant une note d'urgence. « Élodie, ma chérie, j'ai besoin que tu supervises toi-même l'installation demain. Le client, eh bien, il est extrêmement exigeant. Tout doit être impeccable. » Il y avait quelque chose dans le ton de Sophie qu'Élodie n'arrivait pas à déchiffrer complètement, comme si elle omettait délibérément des informations importantes. Cette nuit-là, Élodie put à peine dormir. Dans son petit appartement, au-dessus de la boutique de fleurs, allongée sur le lit ancien qui avait également appartenu à sa grand-mère, elle observait les ombres que la lumière de la lune projetait sur le plafond. Ses pensées oscillaient entre arrangements floraux et cette inexplicable sensation d'être au bord de quelque chose de transformateur. Le jour de l'événement arriva avec une matinée étonnamment claire pour cette période de l'année. Élodie arriva au château Saint-Pierre avant le lever du soleil, ses mains expérimentées guidant une équipe d'assistants dans l'installation des arrangements. Le hall de l'hôtel était un monument à l'opulence, avec ses marbres italiens et ses
cristaux qui réfléchissaient la lumière naissante en milliers de fragments colorés. Pendant qu'elle travaillait, Élodie ne put s'empêcher de remarquer l'agitation parmi le personnel de l'hôtel. Il y avait une tension dans l'air, des chuchotements échangés dans les couloirs, des regards significatifs. Le nom fantôme était répété dans des conversations étouffées, toujours accompagné d'expressions de crainte et de révérence. Ce fut pendant l'installation de l'arrangement central, une composition majestueuse d'orchidées et de roses, qui s'élevait comme une cascade de pétales au centre de la salle principale, qu'Élodie le sentit. Cette sensation indescriptible d'être observée, un frisson qui commençait à la nuque et descendait le long de sa colonne vertébrale. Quand elle se retourna, il n'y avait personne, seulement le reflet déformé des fleurs dans les miroirs qui tapissaient les murs de la salle. Les heures passèrent dans un flou d'activité intense. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'hôtel prenait vie avec l'arrivée d'employés vêtus d'uniformes impeccables, tous se déplaçant avec la précision d'un orchestre bien répété. Élodie observait tout avec un mélange de fascination et de décalage, consciente qu'elle n'était que de passage dans ce monde de luxe et de privilèges. Lorsque le dernier arrangement fut positionné, en fin d'après-midi, Élodie s'accorda un moment de contemplation. La salle avait été transformée en un jardin de rêve, exactement comme elle l'avait imaginé. Les fleurs semblaient danser avec la légère brise qui entrait par les hautes fenêtres, créant des ombres et des lumières qui jouaient sur les murs. Ce fut dans ce moment de quiétude qu'elle entendit les pas, fermes, décidés, résonnants, sur le marbre, avec une autorité qui fit inexplicablement accélérer son cœur. Élodie n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que quelque chose dans sa vie était sur le point de changer irrévocablement. Le parfum qui parvint jusqu'à elle n'était pas celui des fleurs, c'était quelque chose de plus sombre, plus intense, une fragrance qui parlait de pouvoir et de secret. Les fleurs, une voix masculine coupa le silence, grave et contrôlé, sont différentes de ce qui a été spécifié. Ce n'était pas une question, mais une constatation chargée d'une autorité qui fit trembler Élodie intérieurement. Quand elle se retourna enfin, ses yeux rencontrèrent la silhouette que tous appelaient le fantôme, mais qu'elle connaîtrait sous le nom de Julien Moreau. Là, debout à quelques mètres d'elle, se tenait un homme qui semblait avoir été sculpté dans les ombres et les mystères. Grand, imposant, vêtu d'un costume noir fait sur mesure qui ne parvenait pas à dissimuler complètement la tension contenue dans ses muscles. Mais ce furent ses yeux qui captivèrent Élodie, des yeux gris comme une tempête en mer portant qu'un type d'obscurité qu'elle, dans son innocence, ne savait pas encore nommer. Le temps sembla se figer à ce moment-là, tandis qu'Élodie sentait le poids de ce regard transpercer ses défenses comme si elle n'existait pas. C'était comme s'il pouvait voir à travers elle, au-delà de la simple fleuriste, au-delà des couches de douceur et de modestie qu'elle portait comme une armure. Pendant un instant fugace, Élodie se sentit complètement exposée, vulnérable, d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Ses mains, toujours si sûres lorsqu'elle manipulait les fleurs les plus délicates, tremblèrent légèrement lorsqu'elle trouva enfin sa voix. Les spécifications ont été suivies à la lettre, monsieur Moreau, mais chaque fleur a sa propre volonté de croître et d'éclore. Nous ne pouvons pas contrôler la nature, seulement la guider avec douceur. Les mots sortirent de ses lèvres avant qu'elle ne puisse les retenir, portant avec eux une sagesse ancienne que sa grand-mère lui avait transmise. Pendant un moment, Élodie fut certaine d'avoir commis une terrible erreur. Le silence qui suivit était dense, chargé d'une tension presque palpable. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un éclair d'intérêt traversa ses yeux orageux, si rapide qu'il aurait pu être imaginaire. Julien fit un pas vers elle, et Élodie sentit l'air autour d'elle devenir plus dense, comme si l'atmosphère elle-même réagissait à sa présence. « Vous avez un nom, fleuriste ?» La question sonnait comme un ordre déguisé, le genre de question qui ne permettait pas d'évasion. « Élodie Nassif », répondit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Le nom de famille arabe sembla éveiller quelque chose en lui, une curiosité momentanée qui adoucit un instant la dureté de ses traits. « Élodie », répéta-t-il, comme s'il testait le son du nom sur ses lèvres. « Vous resterez pour l'événement ? Ce soir. Je veux m'assurer que vos fleurs indisciplinées ne causeront pas de problème. » Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre, et ils le savaient tous les deux. Les heures qui suivirent
furent un tourbillon de préparatifs et d'anxiété pour Élodie. Sophie, en découvrant qu'elle resterait pour l'événement, lui procura en toute hâte une robe appropriée. Un modèle en soie bleu nuit qui semblait avoir été fait pour elle, bien qu'Élodie soupçonnât qu'il s'agissait simplement d'une des nombreuses ressources mystérieuses que le château Saint-Pierre gardait à disposition. La salle commença à se remplir à mesure que la nuit tombait. Élodie observait, discrète dans son coin, comment les invités arrivaient par vagues de parfums coûteux et de bijoux étincelants. Chaque personne qui entrait semblait porter avec elle une histoire de pouvoir et de privilèges si différente de sa propre réalité qu'elle se sentait comme une observatrice d'un autre monde. Ce fut pendant ce moment de contemplation qu'elle remarqua les regards. Ils n'étaient pas dirigés vers elle, mais échangés entre les invités lorsque certaines personnes entraient dans la salle, particulièrement quand il s'agissait de femmes seules, belles portant des bijoux qui semblaient récemment offerts. Élodie commença à percevoir un schéma dans ses regards, un mélange d'envie, de pitié et de quelque chose de plus sombre. « Vous l'avez remarqué », une voix féminine résonna à côté d'elle, la faisant sursauter. C'était une femme, élégante, probablement dans la cinquantaine, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un collier de perles qui semblait raconter des histoires. « Pardonnez-moi, ma chère, je suis Hélène Dufour. Je vous ai vue plus tôt avec les fleurs. J'ai un travail extraordinaire, je dois dire. » Élodie remercia avec un sourire timide, mais quelque chose dans le regard d'Hélène la maintint en alerte. La femme plus âgée s'approcha, baissant la voix en un murmure qui portait des notes de préoccupation sincère. « Méfiez-vous des cadeaux qu'il offre, jeune fille, surtout s'il s'agit de bijoux. » Avant qu'Élodie puisse assimiler complètement l'avertissement, Hélène s'éloigna avec la même élégance qu'à son arrivée, ne laissant derrière elle que l'écho de ses paroles et un parfum de gardénia. Élodie sentit un frisson parcourir son échine, se rappelant les chuchotements sur le fantôme qu'elle avait entendu plus tôt. L'événement se poursuivait dans sa splendeur calculée. Élodie circulait discrètement dans la salle, vérifiant les arrangements et faisant de petits ajustements lorsque nécessaire. Ce fut pendant l'une de ces rondes qu'elle le vit à nouveau. Julien Moreau se tenait près d'une des hautes fenêtres, la lumière de la lune créant des ombres dramatiques sur son profil aristocratique. Il n'était pas seul. Une femme éblouissante dans une robe rouge était à ses côtés, mais ce qui attira l'attention d'Élodie fut son expression à lui. Tandis que la femme parlait avec animation, Julien gardait les yeux fixés sur un point distant, comme si son esprit était complètement ailleurs. Sans le vouloir, Élodie se surprit à étudier les détails de sa silhouette. La façon dont ses mains tenaient la coupe de champagne avec une tension à peine contenue, la manière dont sa mâchoire se contractait légèrement toutes les quelques secondes, l'aura d'isolement qui semblait l'envelopper même entourée de personnes. Il y avait quelque chose de profondément solitaire dans cette image, quelque chose qui toucha une corde sensible dans le cœur d'Élodie. Ce fut à ce moment que leurs regards se croisèrent. Élodie sentit comme si tout l'air avait été aspiré de la salle. Les yeux de Julien, ses yeux orageux qui semblaient garder 1000 secrets, la tenaient dans une étreinte invisible. Pendant un instant, elle vit quelque chose passer dans ce regard. Une étincelle de reconnaissance peut-être? Ou était-ce du désir? Avant qu'il ne s'excuse auprès de sa compagne et commence à marcher dans sa direction. Chaque pas qu'il faisait vers elle faisait battre le cœur d'Élodie plus fort. Elle pensa à fuir, à se mêler aux invités, mais ses pieds semblaient collés au sol. Quand il arriva finalement jusqu'à elle, le parfum masculin et intense envahit ses sens, faisant légèrement tourner sa tête. « Mademoiselle Nassif, dit-il, sa voix encore plus profonde et enveloppante qu'elle ne s'en souvenait. Je vois que vous avez trouvé quelque chose d'approprié à porter. » Ses yeux parcoururent à la robe bleue, avec une appréciation contenue qui fit rougir Élodie. « La robe est une gentillesse de Madame Mercier, » répondit-elle, essayant de garder la voix ferme. « J'avoue que je me sens un peu déplacée. » Un sourire énigmatique effleura les lèvres de Julien, si bref qu'il aurait pu être imaginaire. « Déplacé ? Vous êtes la seule personne dans cette salle qui a créé quelque chose de réellement valeur. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant à nouveau les siens avec une intensité troublante. « Venez avec moi. Je veux vous montrer quelque chose. » Encore une fois, ce n'était pas une demande. Élodie savait qu'elle devrait refuser,
qu'elle devrait inventer une excuse et rester dans le territoire sûr de la salle principale. Mais il y avait quelque chose de magnétique chez cet homme. Quelque chose qui l'attirait comme un papillon vers la flamme, même en sachant qu'elle pourrait se brûler. Julien la guida à travers des couloirs luxueux, de plus en plus éloignés du bourdonnement de la fête. Le son de ses talons sur le marbre semblait résonner comme un conte à rebours pour quelque chose d'inévitable. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une porte double en bois sombre. Julien sortit une carte de sa poche et ouvrit la porte, révélant une suite qui ressemblait davantage à un palais miniature. « Entrez », dit-il, tenant la porte ouverte. Élodie hésita un moment, son esprit criant des avertissements que son cœur s'obstinait à ignorer. Quand elle passa finalement devant lui, elle sentit la chaleur de son corps, même sans le toucher. La porte se referma derrière elle avec un clic doux qui résonna comme une sentence. La suite était impressionnante, avec une vue panoramique sur la ville et la mer. Mais ce qui attira l'attention d'Élodie fut une unique orchidée noire, rare et mystérieuse, placée dans un vase, en cristal sur une table latérale. Elle s'approcha de la fleur, fascinée par sa beauté unique. « Connaissez-vous la signification de cette fleur ?» La voix de Julien résonna proche, très proche, faisant prendre conscience à Élodie qu'il s'était déplacé silencieusement pour la rejoindre. « Désir », répondit-elle sans réfléchir, le mot s'échappant de ses lèvres comme un secret. Longtemps gardé, désir et mystère. Ma grand-mère disait que les orchidées noires sont des fleurs dangereuses. Elles séduisent d'abord par leur beauté, puis consument leurs admirateurs par leur intensité. Julien était si proche maintenant qu'Élodie pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. « Votre grand-mère semble avoir été une femme sage », murmura-t-il, sa voix chargée d'une tension qui fit trembler Élodie. « Mais vous, Élodie, vous ne semblez pas avoir peur des choses dangereuses. » Elle se tourna pour lui faire face, consciente qu'elle entrait en territoire interdit. « Peut-être devrais-je l'être, » répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le regard que Julien lui lança alors était prédateur, affamé. Ses mains, grandes et fortes, se dirigèrent vers une console proche, d'où il retira une boîte en velours noir. « J'ai quelque chose pour vous, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler un bracelet de diamants qui scintilla sous la douce lumière de la chambre. Le cœur d'Élodie s'arrêta un instant. Les paroles d'Hélène résonnèrent dans son esprit. Méfiez-vous des cadeaux qu'il offre, surtout s'il s'agit de bijoux. Mais il y avait quelque chose de plus là, quelque chose dans la façon dont Julien l'observait, comme s'il testait sa réaction, mesurant sa réponse. « C'est magnifique, » dit-elle finalement, « mais je ne peux pas accepter. » Un éclair de surprise traversa le visage de Julien, suivi par quelque chose de plus complexe, plus intense. « Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas ?»« Les deux, » répondit Élodie, avec une honnêteté qui les surprit tous les deux. « Les cadeaux comme celui-ci viennent avec des attentes, monsieur Moreau, et je ne suis pas le genre de femme qui accepte des attentes imposées par des bijoux, peu importe leur beauté. » Pendant un moment, le silence entre eux fut assourdissant. Puis, de façon inattendue, Julien rit. Ce fut un son bas, presque rauque, qui sembla surprendre même lui-même. « Vous êtes différente, » dit-il, refermant la boîte avec un claquement et la reposant sur la console. La plupart des gens, dans cet hôtel, feraient n'importe quoi pour un cadeau comme celui-ci. « Je ne suis pas la plupart des gens, » répondit Élodie, trouvant en elle-même une force qu'elle ne savait pas posséder. « Et je soupçonne que c'est exactement pour cela que je suis ici, maintenant. » Les yeux de Julien s'assombrirent à ces paroles, et Élodie sentit l'air entre eux devenir encore plus dense, chargé d'une tension qui menaçait d'exploser à tout moment. Il fit un pas dans sa direction, éliminant le peu d'espace qui restait encore entre eux. « Je veux juste une nuit, » dit-il, sa voix basse et intense, sans bijoux, sans cadeaux, sans attente, au-delà du présent. « Juste une nuit, Élodie. » La façon dont il prononça son nom fit fondre quelque chose en elle. Élodie savait qu'elle devrait refuser, qu'elle devrait sortir de cette chambre et ne jamais regarder en arrière. Mais quand elle regarda dans ses yeux, elle vit quelque chose qui la fit hésiter. Une vulnérabilité cachée sous des couches de contrôle et de pouvoir, un écho de solitude qui résonnait avec la sienne. La nuit qui suivit resta gravée dans la mémoire d'Élodie, comme une séquence de sensations intenses et de découvertes bouleversantes. Le toucher de Julien était comme un feu contrôlé. Ses mains expérimentées
explorant chaque centimètre de sa peau avec une révérence qui contredisait sa froideur apparente. Pour Élodie, chaque caresse était une révélation, chaque baiser une prière silencieuse que son corps apprenait à réciter. La chambre luxueuse du château Saint-Pierre se transforma en un sanctuaire où le temps perdait sa signification. Les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres panoramiques, créant des ombres qui dansaient sur leurs corps entrelacés. Élodie se donna complètement, non seulement avec son corps, mais avec une âme qui attendait ce moment depuis longtemps sans le savoir. Julien, quant à lui, se trouva surpris par l'intensité même de ses réactions. L'innocence d'Élodie n'était pas fragile comme il l'avait initialement imaginé. C'était une force propre, une pureté qui le défiait et le séduisait simultanément. Chaque soupir d'elle, chaque tremblement de plaisir semblait éveiller quelque chose d'endormi en lui, quelque chose qu'il avait enterré sous des années de relations calculées et de rencontres sans signification. Quand l'aube commença à teinter l'horizon de rose et d'or, Élodie était allongée sur la poitrine de Julien, écoutant les battements de son cœur ralentir progressivement. Ses doigts tracèrent des motifs invisibles sur sa peau, mémorisant chaque détail de ce moment qu'elle savait être unique et non répétable. « Tu devrais partir. » La voix de Julien brisa le silence, plus rauque que d'habitude. Il n'y avait pas de froideur dans ses paroles, mais une finalité qui fit se serrer le cœur d'Élodie. Elle se leva sans rien dire, ramassant ses vêtements éparpillés dans la chambre avec une dignité silencieuse qui le surprit à nouveau. Pendant qu'elle s'habillait, Élodie pouvait sentir son regard sur elle, intense et indéchiffrable. La robe bleue, maintenant légèrement froissée, glissa sur sa peau comme un souvenir des heures précédentes. Quand elle se retourna finalement pour lui faire face, Julien était assis au bord du lit, le drap de soie couvrant partiellement son corps sculpté, ses yeux orageux fixés sur elle avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Merci », dit-elle simplement, le surprenant, de m'avoir montré que certaines nuits peuvent être éternelles. Avant qu'il puisse répondre, elle se retourna et marcha vers la porte, ses pieds nus silencieux sur le luxueux tapis. Ses chaussures étaient dans ses mains, un détail qui n'échappa pas à Julien, qui sentit quelque chose en lui se contracter douloureusement. Élodie traversa les couloirs encore silencieux de l'hôtel comme un fantôme, son cœur battant une mélodie aigre-douce d'accomplissement et de perte. Quand elle atteignit finalement la rue, le soleil levant la salua avec une clarté qui semblait cruelle après l'intimité de la nuit. Elle marcha jusqu'à sa petite boutique, chaque pas la ramenant à sa réalité, mais portant avec elle la certitude que rien ne serait plus comme avant. Dans les jours qui suivirent, Élodie se plongea dans son travail avec une intensité renouvelée. Ses créations florales semblaient gagner une nouvelle dimension de beauté et de signification, comme si la nuit avec Julien avait débloqué quelque chose dans sa créativité. Elle ne s'attendait pas à le revoir, ne s'attendait pas à ce qu'il la recherche. Après tout, il avait clairement indiqué que ce ne serait qu'une nuit. Mais le destin, comme sa grand-mère le disait toujours, a ses propres plans. Une semaine après cette nuit, alors qu'Élodie fermait la boutique, une enveloppe fut livrée. À l'intérieur, une simple carte avec seulement 2 mots écrits d'une calligraphie élégante, « Retrouve-moi ». L'adresse était celle du château Saint-Pierre. Élodie resta immobile pendant de longues minutes, la carte tremblant légèrement dans ses mains. Son esprit rationnel lui disait d'ignorer l'invitation, de protéger son cœur des déceptions inévitables. Mais il y avait quelque chose de plus fort, quelque chose qui venait des profondeurs de son âme, qui la poussait à y aller. Quand elle arriva à l'hôtel ce soir-là, vêtue d'une simple robe verte qui mettait en valeur ses yeux, elle fut accueillie, avec un respect silencieux par le personnel. Ils la conduisirent non pas à la suite où elle avait été auparavant, mais à un jardin privé au dernier étage, un espace dont elle ignorait l'existence dans ce bâtiment de verre et d'acier. Julien l'attendait parmi les orchidées et les roses, son costume noir impeccable, contrastant avec la végétation luxuriante. Quand leurs yeux se rencontrèrent, Élodie ressentit cette même électricité que la première fois, cette connexion inexplicable qui allait au-delà du désir physique. « Tu es venu, dit-il, sa voix portant une note de surprise qui le trahit. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« Moi non plus, » répondit Élodie avec honnêteté, « mais je pense que j'avais besoin de comprendre pourquoi moi. »
Julien s'approcha d'elle avec cette grâce prédatrice qui le caractérisait. « Tu m'intrigues, Élodie. Ta pureté n'est pas de la naïveté, ta force n'est pas de la dureté. Tu es un paradoxe que je n'arrive pas à résoudre. » « Et c'est ce que tu veux? Me résoudre, comme un puzzle ?» Il y avait une note de défi dans sa voix qui fit s'assombrir les yeux de Julien. « Non, » répondit-il, s'approchant si près qu'Élodie pouvait sentir la chaleur de son corps. « Je veux une nuit de plus, juste une de plus. » Élodie savait qu'elle devrait refuser. Elle savait que chaque nuit avec lui serait un pas de plus vers un abîme dont elle ne pourrait peut-être pas s'échapper. Mais quand il toucha son visage avec une délicatesse surprenante, tous les arguments rationnels se dissipèrent. « Une nuit n'est jamais juste une nuit, Julien, » murmura-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Le son de son nom, sur ses lèvres, fit quelque chose trembler en lui. Le baiser qui suivit était différent du premier, plus profond, plus urgent, chargé d'une connaissance mutuelle qui rendait tout plus intense. Les mains de Julien trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, tandis que les siennes s'emmêlaient dans ses cheveux sombres. Ce fut à ce moment qu'un bruit les interrompit, des pas s'approchant du jardin. Julien l'éloigna rapidement, ses yeux balayant l'environnement, avec une préoccupation qu'Élodie ne comprit pas totalement. Une femme élégante apparut à l'entrée du jardin, ses talons résonnant sur le sol de marbre. « Julien, mon cher, » dit-elle, sa voix mielleuse portant une note de fausseté. « Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » Ses yeux parcoururent Élodie de haut en bas avec un dédain à peine dissimulé. « Vanessa, » répondit Julien, sa voix revenant à ce ton froid et contrôlé qu'Élodie avait connu la première nuit. « Mademoiselle Nassif est notre fleuriste. Nous discutions des arrangements pour le prochain événement. » La façon dont il la présenta, comme si la nuit précédente n'avait jamais existé, comme si le baiser de quelques instants plus tôt n'était qu'imagination, frappa Élodie comme une gifle. Elle redressa les épaules, trouvant en elle cette force que sa grand-mère disait toujours qu'elle possédait. « En fait, j'étais sur le point de partir, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme. « Veuillez m'excuser. » Elle se tourna et marcha vers la sortie, sentant le poids des regards dans son dos. Avant de franchir la porte, elle regarda une dernière fois vers le jardin. Julien était exactement là où elle l'avait laissé, ses yeux fixés sur elle, avec une intensité qui contredisait son attitude indifférente. Le chemin jusqu'à l'ascenseur sembla interminable. Quand les portes se refermèrent enfin, Élodie s'autorisa à respirer profondément, essayant de contrôler les émotions qui menaçaient de déborder. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose à son poignet, un fin cordon de soie noire qui n'était pas là auparavant, attaché avec un nœud délicat qui n'aurait pu être fait que pendant ce bref moment d'intimité dans le jardin. 7. Nuit-là, allongée dans son lit simple au-dessus de la boutique de fleurs, Élodie passa des heures à regarder ce cordon, comprenant qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire qu'une simple attraction. Julien Moreau était un homme de secret, un homme qui vivait dans un monde d'ombres et d'apparences. Et elle, Élodie Nassif, la simple fleuriste qui avait grandi parmi les orchidées et les histoires anciennes, était inexorablement entraînée dans ce monde. Les jours qui suivirent apportèrent un changement subtil mais significatif dans la routine d'Élodie. Sa boutique commença à recevoir des commandes plus fréquentes du Château Saint-Pierre, de petits arrangements pour des suites spécifiques, des compositions élaborées pour des événements privés. Chaque commande venait avec des instructions méticuleuses et des paiements généreux, mais jamais avec le nom de Julien directement associé. Élodie savait que c'était lui derrière chaque commande. Il y avait quelque chose dans le choix des fleurs, dans la précision des horaires de livraison, qui portait sa marque invisible. Elle commença à répondre avec son propre langage silencieux. Chaque arrangement qu'elle envoyait à l'hôtel était un message codé en pétales et feuilles, un dialogue intime que seuls eux deux pouvaient comprendre. Un matin particulièrement chargé, Élodie reçut une visite inattendue. Hélène Dufour, la femme au collier de perles qui l'avait mise en garde la nuit de l'événement, entra dans sa boutique comme une rafale de vent élégante. « Ma chère, » dit Hélène, son ton portant une urgence mal dissimulée, « nous devons t'as parlé. » Sans attendre de réponse, elle ferma la porte de la boutique, retournant la pancarte sur « Fermé ». Élodie sentit son estomac se nouer. Quelque chose dans le regard d'Hélène la fit s'asseoir, se préparant à ce qui allait suivre. « Vous devez savoir à propos de Madeleine.
commença Hélène, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure. La dernière. Eh bien, la dernière femme qui a porté le bracelet qu'il a essayé de vous offrir. L'air sembla devenir plus dense, tandis qu'Hélène racontait l'histoire. Madeleine Laurent, une jeune artiste française, avait été vue pour la dernière fois quittant le château Saint-Pierre par une nuit d'orage, 3 mois auparavant. Son corps fut retrouvé sur la plage quelques jours plus tard, avec un bracelet de diamant identique à celui que Julien avait offert à Élodie. La police a classé l'affaire comme un accident, continua Hélène, ses doigts tambourinant nerveusement sur son sac de marque. Mais il y a des rumeurs, des chuchotements concernant d'autres femmes avant elle. Toujours le même schéma, le bracelet, quelques nuits de passion et puis... Élodie sentit un frisson parcourir son échine. « Pourquoi me racontez-vous »« Cela, parce que vous êtes différente, » répondit Hélène, ses yeux s'adoucissant. « J'ai vu comment il vous regarde. Ce n'est pas comme les autres. Et cela peut être encore plus dangereux. » Avant qu'Élodie puisse assimiler complètement ses paroles, la porte de la boutique s'ouvrit. Julien se tenait là, sa silhouette imposante remplissant l'encadrement de la porte, ses yeux enregistrant la scène avec une froideur calculée. Hélène se leva rapidement, mais garda sa contenance. « Julien, mon cher, dit-elle, sa voix revenant au ton social pratiqué, j'étais justement en train de parler à Élodie du prochain gala de bienfaisance. Nous aurons besoin de ces fleurs magiques. À nouveau. » Julien ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se déplacèrent entre les deux femmes, évaluant, calculant. « Hélène, dit-il finalement, sa voix contrôlée mais portant une menace voilée. Je ne savais pas que vous fréquentiez les fleuristes de quartier. »« Oh, mais Élodie n'est pas une simple fleuriste. Vous le savez mieux que quiconque, » répondit Hélène, avec un sourire acéré, marchant vers la sortie. En passant devant Julien, elle s'arrêta brièvement. « Parfois, les fleurs les plus belles ont des épines, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit le départ d'Hélène fut assourdissant. Élodie resta où elle était, ses mains occupées avec un arrangement inachevé, essayant de contrôler le tremblement qui menaçait de trahir sa nervosité. « Que t'a-t-elle raconté » demanda Julien, sa voix plus basse et dangereuse que d'habitude. « La vérité, peut-être » répondit Élodie, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « À propos de Madeleine, à propos du bracelet. » Julien traversa la boutique en quelques pas, s'arrêtant à quelques centimètres d'Élodie. Ses yeux, habituellement contrôlés, brûlaient maintenant d'une intensité qui la fit reculer instinctivement. « Tu la crois ?» demanda-t-il, sa main atteignant le visage d'Élodie avec une douceur qui contrastait avec la tension dans sa voix. « Je crois qu'il y a beaucoup plus en toi que ce que tu laisses paraître, » répondit-elle, résistant à l'impulsion de se pencher contre son toucher. « Je crois qu'il y a des secrets qui pourraient me détruire. La question est, veux-tu me détruire, Julien ?» Quelque chose passa dans ses yeux, douleur, regret, désir. Élodie n'arriva pas à déchiffrer avant que le masque de contrôle ne revienne en place. « Tu devrais avoir peur de moi, » dit-il, sa voix un murmure rauque. « Peut-être, » acquiesça Élodie, se permettant finalement de toucher son visage, sentant la barbe naissante sous ses doigts. Mais la peur n'a jamais été une raison suffisante pour empêcher le cœur de vouloir ce qu'il veut. Le baiser qui suivit fut violent dans son intensité, comme si Julien voulait marquer Élodie, la posséder complètement. Ses grandes mains entourèrent sa taille, la soulevant sur le comptoir de la boutique, pétales et feuilles tombant autour d'eux comme une pluie parfumée. Élodie répondit avec une ferveur égale, ses ongles laissant des marques dans son dos à travers le costume. Italian, il y avait quelque chose de différent dans cette rencontre, une urgence désespérée, un besoin qui allait au-delà du désir physique. Quand ils se séparèrent finalement, haletant, Julien pressa son front contre le sien. « Tu seras ma ruine » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Ou ton salut » répondit Élodie, ses doigts encore entrelacés dans ses cheveux. Le bruit de pas sur le trottoir les fit se séparer rapidement. Julien se recomposa avec une efficacité pratiquée, seuls ses cheveux légèrement décoiffés et ses lèvres gonflées trahissant le moment précédent. « Dîne avec moi ce soir, dit-il. Pas une demande, mais pas tout à fait un ordre non plus. Dans mon appartement, pas à l'hôtel. » Élodie savait qu'elle était au bord d'un précipice. Accepter signifierait plonger encore plus profondément dans le monde de Julien, avec tous ses secrets et dangers. Refuser serait le choix sensé. « Sûr,
À quelle heure? Demanda-t-elle, faisant son choix. J'enverrai une voiture à 8 heures, répondit-il, un petit sourire effleurant ses lèvres avant que son expression ne revienne au masque habituel de contrôle. Porte la robe qui t'attendra chez toi. Avant qu'elle puisse protester contre le cadeau, il était déjà parti, ne laissant que son parfum dans l'air et une carte avec une adresse sur le comptoir. Élodie passa le reste de la journée dans un état d'agitation contenue, ses mains travaillant automatiquement avec les fleurs, tandis que son esprit tournait autour des révélations de la matinée. L'histoire de Madeleine aurait dû l'effrayer davantage, aurait dû la faire reculer. Mais au lieu de cela, elle se surprit à vouloir percer les mystères de Julien, à vouloir comprendre ce qui se cachait derrière cette façade de contrôle et de pouvoir. Quand elle rentra chez elle en fin d'après-midi, elle trouva une boîte élégante sur son lit. À l'intérieur, une robe de soie vert émeraude, qui semblait avoir été faite sur mesure pour elle. Il n'y avait pas de bijoux, juste un petit mot avec la calligraphie élégante de Julien, pour s'accorder avec tes yeux et avec tes vérités. L'appartement de Julien occupait les 2 derniers étages d'un immeuble historique du centre-ville, une construction art déco méticuleusement restaurée qui se démarquait parmi les gratte-ciel modernes. Quand Élodie arriva, ponctuellement à 8h30, vêtue de la robe vert émeraude qu'il avait envoyée, elle fut accueillie non par Julien, mais par une gouvernante d'âge moyen à l'expression impassible. « Mademoiselle Nassif », dit la femme avec un léger accent français. « Je suis Madame Leroy. Monsieur Moreau vous prie d'attendre dans son bureau. Par ici, s'il vous plaît. » Élodie fut conduite le long d'un couloir décoré d'œuvres d'art qui semblait en valoir plus que sa boutique de fleurs tout entière. Le bureau était une pièce impressionnante, avec des murs revêtus de panneaux de bois sombre et une vue panoramique sur la ville. Un piano à queue occupait l'un des coins, ses touches d'ivoire brillant sous la douce lumière. « Acceptez-vous un verre de vin ?» La voix de Julien résonna derrière elle, la faisant se retourner. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant 2 verres en cristal, son regard parcourant son corps avec une appréciation non dissimulée. « La robe est parfaite, » commenta-t-il, s'approchant pour lui tendre l'un des verres. « Vous avez un goût impeccable, » répondit Élodie, acceptant le vin. « Pour les vêtements et pour les décors dramatiques. » Elle fit un geste englobant l'environnement. Un sourire énigmatique effleura les lèvres de Julien. « Tu trouves ça dramatique? Tu n'as encore rien vu. » Il se déplaça vers l'une des bibliothèques et pressa quelque chose qu'Élodie ne put voir. Avec un clic doux, une porte secrète s'ouvrit révélant un escalier en spirale. « Après toi, » indiqua-t-il, sa main se posant légèrement dans son dos. L'escalier menait à un jardin suspendu sur la terrasse, une oasis urbaine illuminée par des centaines de petites lumières qui ressemblaient à des étoiles. Au centre, une table était dressée pour 2, entourée d'orchidées rares et de roses noires. « Tes fleurs m'ont inspiré, » expliqua Julien, tirant une chaise pour elle. « J'ai trouvé approprié de dîner parmi elles. » Le dîner qui suivit fut une expérience surréaliste. Des plats élaborés furent servis par des serveurs silencieux qui semblaient apparaître et disparaître comme des fantômes. Julien se révéla être un hôte attentionné. Maintenant, une conversation légère sur l'art, la musique et la littérature. Mais il y avait une tension sous-jacente, une électricité dans l'air qui grandissait à chaque regard échangé, à chaque frôlement accidentel de mains. Ce fut pendant le dessert que l'atmosphère changea. « Tu n'as pas posé de questions sur Madeleine », dit brusquement Julien, ses yeux fixés sur Élodie, avec une intensité troublante. « J'ai pensé que tu en parlerais quand tu serais prêt, » répondit-elle, gardant la voix calme malgré son cœur qui s'accélérait. « Et si je ne suis jamais prêt? S'il y a des secrets qui doivent rester enterrés ?» Élodie posa délicatement sa fourchette. « Nous avons tous des secrets, Julien. La question est, nous définissent-ils ou nous emprisonnent-ils ?» Il se leva brusquement, marchant jusqu'au bord de la terrasse. Élodie le suivit, s'arrêtant à ses côtés. La ville s'étendait en dessous d'eux, une mer de lumière scintillante. « Madeleine était enceinte quand elle est morte, » dit-il finalement, sa voix si basse qu'Élodie l'entendit à peine. « Elle me l'a annoncé cette nuit-là, exigeant que je reconnaisse l'enfant. Elle a dit qu'elle avait des preuves de choses qui pourraient me détruire. » Élodie sentit un frisson parcourir son échine, mais resta ferme. « Que sait-il » ? « Passez avec elle. Elle est partie d'ici furieuse, conduisant sous une forte pluie.
La voiture a dérapé dans un virage. Il s'arrêta, ses mains serrant la balustrade avec force. Du moins, c'est ce que dit le rapport de police. « Tu n'as pas l'air convaincu, » observa Élodie. Julien se tourna pour lui faire face, ses yeux plus sombres que d'habitude. « Tu devrais être en train de fuir loin de moi maintenant, Élodie. Pourquoi es-tu encore ici ?»« Parce que je vois au-delà du masque, » répondit-elle simplement. « Je vois l'homme qui place des orchidées rares dans son jardin secret, qui connaît le langage des fleurs, qui joue du piano quand il pense que personne n'écoute. » Il l'attira à lui d'un mouvement brusque, ses mains tenant son visage avec un mélange de désespoir et de révérence. « Tu ne sais pas de quoi je suis capable. »« Alors montre-moi, » murmura-t-elle, ses yeux rencontrant les siens sans peur. Le baiser qui suivit fut différent de tous les précédents. Il y avait une vulnérabilité crue, un besoin qui allait au-delà du désir physique. Les mains de Julien tremblaient légèrement, tandis qu'il déshabillait Élodie, ses lèvres traçant chaque centimètre de peau exposée comme s'il voulait mémoriser sa saveur. Ils firent l'amour là même, sous le ciel étoilé, entouré par le parfum des fleurs. Chaque toucher, chaque soupir, semblait porter le poids de confessions non dites. Élodie se donna complètement, acceptant tant la lumière que les ombres que Julien portait. Après, allongée sur des coussins moelleux qu'un des serveurs fantomatiques avait discrètement fournis, Julien traçait des motifs invisibles sur le dos nu d'Élodie. « Il y a plus, » dit-il finalement. « Beaucoup plus que tu dois savoir. » Élodie s'appuya sur un coude pour le regarder. « Je suis prête à entendre. »« Pas ici, » répondit-il, s'asseyant et attrapant ses vêtements. « Il y a un endroit que je dois te montrer d'abord, un endroit qui te fera comprendre tout. » Pendant qu'il s'habillait, Élodie remarqua un changement subtil chez Julien. Le masque de contrôle était revenu, mais maintenant elle pouvait voir les fissures, les moments où sa vulnérabilité s'échappait à travers les craquelures. « Je vais demander à Madame Leroy de préparer une chambre pour toi, » dit-il, l'aidant, avec la fermeture éclair de sa robe. « Demain matin, je veux t'emmener quelque part, c'est important. »« Je peux rentrer chez moi, » commença Élodie, mais il l'interrompit avec un doux baiser. « S'il te plaît, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Reste !» Ce seul mot, prononcé avec tant de simplicité, portait un poids qu'Élodie ne pouvait ignorer. Elle acquiesça, lui permettant de la guider à l'intérieur de l'appartement. La chambre préparée pour elle était luxueuse, mais Élodie remarqua à peine les détails. Son esprit était rempli des révélations de la soirée, des mots non dits qui flottaient entre elle et Julien, des mystères qui restaient à découvrir. Allongée dans le lit king size, enveloppée dans des draps de soie, Élodie pensa à sa grand-mère et à ses avertissements concernant les orchidées noires. « Certaines fleurs sont comme des destins, » disait-elle souvent. « Une fois que tu les choisis, il n'y a pas de retour. » Élodie toucha le cordon de soie noire qu'elle portait toujours au poignet, sentant qu'elle était au bord de découvertes qui pourraient aussi bien la sauver que la détruire. Mais comme les orchidées que sa grand-mère respectait tant, elle avait choisi son chemin. Maintenant, il ne restait plus qu'à le suivre jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix à payer. L'aube arriva avec une brume légère qui enveloppait la ville, créant une atmosphère presque onirique. Élodie se réveilla au son doux de musique, classique, venant de quelque part dans l'appartement. Les notes mélancoliques d'un piano résonnant dans les couloirs. Suivant la mélodie, elle trouva Julien dans le bureau, ses doigts dansant sur les touches du piano avec une précision qui révélait des années de pratique. Il ne s'arrêta pas de jouer quand elle entra, mais ses yeux se levèrent pour la rencontrer. Élodie portait un peignoir de soie qu'elle avait trouvé dans la chambre, ses cheveux détachés encadrant son visage encore endormi. Pendant un moment, debout là dans l'embrasure de la porte du bureau, elle sembla à Julien une apparition, quelque chose de trop précieux pour être réel. « Chopin », dit-elle doucement quand la dernière note se dissipa dans l'air. « Nocturne en mi bémol majeur ». Un éclair de surprise traversa le visage de Julien. « Tu connais la musique classique ?» Ma grand-mère insistait sur le fait que toute bonne fleuriste devrait comprendre la musique, répondit Élodie, s'approchant du piano. Elle disait que les fleurs et la musique parlent la même langue, la langue de l'âme. Julien tendit la main, l'attirant pour s'asseoir à côté de lui sur le banc du piano. Ta grand-mère semble avoir été une femme extraordinaire. Elle l'était, acquiesça Élodie, ses doigts touchant légèrement les touches. Elle m'a enseigné que chaque personne a une musique en elle. Certaines sont des symphonies complexes,
d'autres sont des mélodies simples. Mais toutes méritent d'être entendues. « Et quelle musique entends-tu en moi ?» demanda Julien, sa voix plus rauque que d'habitude. Élodie l'étudia un moment avant de répondre. « Une composition en ton mineur, pleine de notes dissonantes et de pauses dramatiques, mais avec des moments de pure beauté cachés parmi les ombres. » Les mains de Julien trouvèrent les siennes sur les touches, leurs doigts s'entremêlant. « Tu vois de la beauté là où il ne devrait y avoir que... »« C'est de l'obscurité, » murmura-t-il. « Peut-être parce que l'obscurité ne m'effraie pas autant qu'elle le devrait, » répondit-elle, se tournant pour lui faire face. « Où allons-nous aujourd'hui » L'expression de Julien changea subtilement. Une ombre traversant ses yeux. « Il y a un endroit qui garde des réponses que tu mérites d'avoir. Mais d'abord, nous devons nous préparer. » Le petit déjeuner fut servi dans le jardin suspendu, la brume du matin flottant encore sur la ville comme un voile protecteur. Élodie remarqua que Julien était plus silencieux que d'habitude, son esprit clairement ailleurs, tandis qu'il remuait sa tasse de café intacte. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda-t-elle finalement, brisant le silence. Julien leva les yeux vers elle, et pour la première fois, Élodie vit une véritable peur dans son regard. « Après que je t'aurai montré, après que tu sauras, rien ne sera plus comme avant. »« Rien n'est déjà plus comme avant, » répondit-elle doucement. « Depuis la première fois que je t'ai vu à l'hôtel, mon monde a complètement changé. » Il se leva brusquement, marchant jusqu'au bord de la terrasse. « Tu as une vie, Élodie, une boutique, des rêves, une pureté que je... » Il s'arrêta, ses mains serrant la balustrade. « J'aurais dû te laisser en paix. » Élodie se leva et alla vers lui, ses petites mains couvrant les siennes sur la balustrade. « Mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, nous sommes ici, en ce moment, avec toutes ces complexités et possibilités. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, Julien. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. » Il se tourna vers elle, ses yeux étudiant chaque détail de son visage, comme s'il voulait le mémoriser. « Tu es extraordinaire, tu sais, comme une fleur, qui pousse à travers le béton, trouvant la lumière là où il ne devrait pas y en avoir. » Avant qu'Élodie puisse répondre, Madame Leroy apparut silencieusement. « La voiture est prête, monsieur. » Le voyage se fit en silence, le chauffeur guidant la Rolls-Royce noire à travers les rues de la ville qui commençait à s'éveiller. Élodie remarqua qu'il s'éloignait du centre, se dirigeant vers une zone plus ancienne et industrielle. De la ville, la voiture s'arrêta finalement devant un entrepôt apparemment abandonné. « C'est ici, » dit Julien, sa voix tendue, « l'endroit où tout a commencé et où tout peut finir. » L'intérieur de l'entrepôt était étonnamment différent de sa façade délabrée. Un ascenseur moderne les conduisit à un sous-sol qui ressemblait davantage à une galerie d'art privée. Sur les murs, des photographies en noir et blanc montrèrent des femmes, toutes jeunes, toutes belles, toutes portant des bijoux qu'Élodie reconnut comme similaires aux bracelets que Julien avait tenté de lui offrir. Chacune d'elles, commença Julien, sa voix basse et contrôlée, a été choisie. Chacune d'elles a reçu un cadeau, et chacune d'elles... Il s'arrêta, ses mains tremblant légèrement. « Est morte, » compléta Élodie, sa voix à peine un murmure. « Pas exactement. » Une nouvelle voix résonna derrière eux. Élodie se retourna pour trouver une femme élégante émergeant des ombres. Elle était plus âgée, peut-être dans la cinquantaine, mais possédait une beauté classique que le temps n'avait pas réussi à effacer. « Charlotte », dit Julien, sa voix portant un mélange de respect et de crainte. « Tu as enfreint les règles, Julien, » dit Charlotte, ses yeux se fixant sur Élodie avec un intérêt clinique. « Elle n'est pas comme les autres. Tu t'es impliqué émotionnellement. » Élodie sentit l'air autour d'elle devenir plus dense, tandis qu'elle observait l'échange de regards entre Julien et Charlotte. Il y avait une histoire là, ancienne et complexe, qu'elle commençait à percevoir comme étant beaucoup plus grande qu'elle ne l'imaginait. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Élodie, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Charlotte sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ceci, ma chère, est l'archive du Club Saint-Pierre, un club très exclusif, où les fantasmes sont réalisés, moyennant un prix. »« Et quel est ce prix ?» demanda Élodie, bien qu'une partie d'elle connaisse déjà la réponse. « L'obéissance absolue, » répondit Charlotte, « et la discrétion éternelle. » Julien fit un pas en avant, se plaçant entre Élodie et Charlotte. « Elle ne fait pas partie de cela. »« Ah mais si, » Charlotte rit doucement. « Au moment où tu l'as choisie, elle en est devenue partie. La question maintenant est,
Quel rôle va-t-elle jouer dans notre petite production? Le silence qui suivit, les paroles de Charlotte pesaient comme du plomb dans l'air raréfié du sous-sol. Élodie regardait les photographies sur les murs avec de nouveaux yeux, réalisant maintenant qu'elles n'étaient pas seulement des enregistrements, c'étaient des trophées. Chaque image racontait une histoire de séduction calculée, de pouvoir et de soumission, de destin scellé avec des diamants et des promesses vides. Les femmes sur les photos, commença Élodie, sa voix étonnamment ferme, elles ne sont pas mortes, n'est-ce pas? Elles ont disparu? Charlotte sourit, un sourire félin qui fit frissonner Élodie. Perspicace, non ma chère, elles ne sont pas mortes, elles ont été transformées. Tout comme Madeleine aurait dû l'être si elle n'avait pas été si impétueuse. Julien s'agita nerveusement à côté d'Élodie, ses mains fermées en poing. « Assez, Charlotte, cela s'arrête ici. Ah, mais tu ne peux pas simplement mettre fin à quelque chose qui a commencé il y a des générations, cher Julien, » répondit Charlotte, marchant vers un panneau sur le mur qui s'ouvrit à son toucher, révélant une salle encore plus impressionnante. « Venez, laissez-moi vous montrer le vrai visage du Club Saint-Pierre. » Élodie sentit la main de Julien serrer la sienne, tandis qu'il suivait Charlotte. La nouvelle salle était circulaire, avec des écrans de verre qui affichaient des informations en temps réel. Nom, date, sommes astronomiques transférées entre comptes offshore. Le Club Saint-Pierre n'est pas seulement un hôtel de luxe, expliqua Charlotte, ses talons résonnant sur le sol de marbre noir. C'est un réseau d'influence qui s'étend sur des générations. Chaque femme sur les photographies a été choisie non seulement pour sa beauté, mais pour son potentiel. Certaines sont devenues ambassadrices, d'autres PDG de multinationales, toutes loyales au club. « Et Julien ?» demanda Élodie, bien qu'elle craigne la réponse. « Quel est son rôle dans tout cela ?»« Julien est notre chasseur, » répondit Charlotte avec un sourire froid. « Il identifie les talents spéciaux, séduit, prépare le terrain. Le bracelet n'est que la première étape. Un test de loyauté, disons. » Élodie se tourna vers Julien, ses yeux verts, cherchant des réponses dans les siens. « Et moi? Suis-je aussi juste un talent spécial de plus ?» La douleur qui traversa le visage de Julien était authentique. « Non, » répondit-il, sa voix rauque. « Tu es la raison pour laquelle je veux mettre fin à tout cela. » Charlotte rit, le son résonnant sur les parois de verre. « Mettre fin? Mon cher, tu en fais partie autant que moi. Ou as-tu déjà oublié comment tu es arrivé ici? Comment? Nous t'avons sauvé de ce scandale à Paris. » Élodie vit Julien pâlir, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix familière retentit depuis l'entrée de la salle. « Il n'a pas oublié, Charlotte. Moi non plus. » Hélène Dufour émergea des ombres, mais ce n'était plus la femme élégante. Au collier de perles, il y avait une dureté dans ses yeux, une autorité qui transformait sa présence. « Hélène, » salua Charlotte, sans surprise. « Venue t'assurer que ta protégée comprenne les règles du jeu. Venue m'assurer que tu comprennes que le jeu a changé, » répondit Hélène, s'approchant. « Élodie n'est pas comme les autres. Elle est la clé pour exposer tout, tous les dossiers, tous les comptes, tous les sales secrets que le club cache. » Ah, depuis des décennies. Élodie sentit l'air fuir de ses poumons lorsque la réalisation la frappa. « Tu as tout planifié. Tu m'as mise sur le chemin de Julien. »« Pas exactement, » répondit Hélène, ses yeux s'adoucissant en regardant Élodie. « J'ai simplement reconnu une opportunité quand je l'ai vue. Ta pureté, ta force. Tu es exactement ce dont nous avions besoin pour briser le cycle. »« Et pourquoi devrions-nous te faire confiance ?» te demanda Julien, sa voix chargée de méfiance. « Parce que j'étais comme Élodie autrefois, » répondit Hélène, retirant son collier de perles pour révéler une fine cicatrice sur son cou. « Moi aussi j'ai reçu un bracelet, il y a 30. Mais au lieu de me soumettre, j'ai choisi de lutter. Je construis un dossier contre le club depuis lors, rassemblant des preuves, protégeant d'autres femmes quand je le peux. » Charlotte applaudit lentement, son sourire maintenant teinté de cruauté. « Bravo Hélène, une performance admirable, mais tu as oublié un détail crucial. » Elle appuya sur un bouton de son téléphone et les écrans autour d'eux commencèrent à montrer des images de surveillance de la boutique d'Élodie, de son appartement, de chaque moment qu'elle avait partagé avec Julien. « Le Club Saint-Pierre a toujours une longueur d'avance, » poursuivit Charlotte. « Nous connaissions ton petit plan depuis le début. En fait, nous comptions dessus. Élodie n'est pas simplement une candidate de plus. Elle est le prix ultime.
La pièce qui garantira que toi et tous les autres dissidents compreniez exactement à qui vous avez affaire. Élodie sentit l'étreinte de Julien sur sa main s'intensifier. Elle pouvait sentir la tension émanant de lui, le conflit interne entre loyauté et rédemption. « Tu as un choix à faire, Julien, » dit Charlotte, sa voix maintenant tranchante comme l'acier. « Continue ton rôle, livre Élodie au club comme « Tu aurais dû le faire depuis le début, et tout sera pardonné. » Ou elle laissa la menace planer dans l'air. Ce fut à ce moment qu'Élodie fit quelque chose qui surprit tout. Le monde, y compris elle-même. Elle rit. Un rire doux, presque musical, qui semblait totalement déplacé dans la tension du moment. « Vous n'avez vraiment rien compris, n'est-ce pas ?» dit-elle, se dégageant doucement de la main de Julien et faisant un pas en avant. « Vous pensez pouvoir tout contrôler, et tout le monde par la peur et la manipulation. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, quelque chose que ma grand-mère m'a enseigné depuis toute petite. Et qu'est-ce que ce serait, ma chère ?» demanda Charlotte avec dédain. « Le pouvoir de la vérité, » répondit Élodie, retirant le cordon de soie noire de son poignet. « Ce cordon n'est pas seulement un symbole romantique, c'est un dispositif d'enregistrement qui a enregistré chaque mot prononcé dans cette salle au cours des 20 dernières minutes. » Le visage de Charlotte perdit toute couleur, tandis qu'Hélène laissait échapper un sourire d'approbation. Julien regardait Élodie comme s'il la voyait pour la première fois, non plus comme la fleuriste innocente, mais comme une force de la nature qu'il avait complètement sous-estimée. « Ma grand-mère disait toujours, continua Élodie, sa voix gagnant en force, que les fleurs les plus délicates sont souvent les plus résistantes. Elles survivent à des tempêtes qui abattent des arbres centenaires, parce qu'elles savent comment plier sans se briser. Le chaos qui suivit la révélation d'Élodie fut comme une tempête au ralenti. Charlotte, perdant sa composition calculée, fit un mouvement vers un panneau sur le mur, mais Hélène fut plus rapide. Avec l'agilité de quelqu'un qui s'est préparé des années pour ce moment, elle bloqua le chemin de Charlotte. « Les archives ont déjà été copiées », annonça Hélène, sa voix portant une touche de triomphe. « Chaque transaction, chaque salle secret que le club a enterré au cours des 3 dernières décennies. En ce moment même, des copies sont envoyées aux autorités sur 3 continents différents. » Julien restait immobile, ses yeux fixés sur Élodie avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Tu savais, tout ce temps ?» Élodie se tourna vers lui, ses yeux verts s'adoucissant. « Pas depuis le début, mais après qu'Hélène m'ait mise en garde contre le bracelet, j'ai commencé à assembler les pièces. Chaque fleur que j'ai envoyée à l'hôtel était un message codé pour elle, un système que ma grand-mère a développé pendant la guerre pour aider les réfugiés à s'échapper. »« Les orchidées noires, » murmura Julien, comprenant enfin. Ce n'était pas seulement de la décoration. Chaque arrangement contenait des informations, confirma Élodie. Numéro de compte, nom de victime, date de transaction. Hélène a pu accéder aux archives du club en utilisant ces données. Charlotte, qui avait récupéré une partie de sa composition, émit un rire amer. Impressionnant, vraiment impressionnant. Mais vous semblez avoir oublié un détail crucial. Elle sortit une petite télécommande de sa poche. Ce bâtiment dispose de protocoles de sécurité qui feraient passer une prison fédérale pour une école du dimanche. Avant qu'elle ne puisse appuyer sur un bouton, cependant, une voix masculine résonna dans les haut-parleurs. Système de sécurité désactivé, lancement du protocole d'urgence. Le visage de Charlotte se tordit de choc quand les lumières commencèrent à clignoter et que les écrans autour d'eux affichèrent des messages d'erreur. Impossible, le système est inviolable. Rien n'est inviolable, dit une nouvelle voix depuis l'entrée. Un jeune homme portant des vêtements simples d'employé de maintenance entra dans la salle. Surtout quand on a un accès direct au mainframe pendant 3 mois. « Marc !» sourit Élodie, reconnaissant le jeune homme qui réparait toujours l'acclimatisation de sa boutique, ou devrais-je dire agent spécial Durand. Charlotte regarda entre eux, la compréhension frappant finalement son visage aristocratique. « Une opération fédérale? Tout ce temps ?»« Internationale, en fait, » corrigea Hélène. « Interpol, DGSI et police judiciaire travaillant ensemble. Le club Saint-Pierre a attiré trop l'attention ces dernières années. Des personnes puissantes ont commencé à poser des questions sur leurs filles, épouses et sœurs disparues. » Julien fit un pas en avant, son visage un masque de détermination. « Charlotte, c'est fini. Le club, les secrets, tout. Il est temps de sortir des ombres. »
Tu es un idiot, Julien, cracha Charlotte. Tu crois que tu peux simplement partir, que tu peux effacer ton propre passé? Les mains qui tiennent ta précieuse fleuriste sont aussi sales que les miennes. Je sais, répondit-il calmement, et je suis prêt à faire face aux conséquences. Élodie sentit son cœur se serrer à ces mots. Elle s'approcha de Julien, touchant doucement son visage. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Le moment fut interrompu par le son de sirène au loin, se rapprochant rapidement. Marc vérifia son téléphone. Les équipes tactiques sont en position. Tous les accès sont couverts. Charlotte semblait avoir vieilli d'une décennie en quelques minutes. Vous ne comprenez pas. Il y a des gens puissants, qui ne permettront pas que cela soit révélé. C'est pourquoi chaque document, chaque enregistrement, chaque preuve est déjà entre des mains sûres, expliqua Hélène. Si quelque chose arrive à l'un d'entre nous, tout sera exposé immédiatement. Échec et mat, Charlotte. Le bruit de portes enfoncées résonna dans le bâtiment. Des agents lourdement armés commencèrent à envahir les lieux, leurs voix résonnant dans les couloirs. Charlotte fut la première à être arrêtée, son élégance se brisant finalement lorsque les menottes se refermèrent sur ses poignets. Élodie observait tout avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Son regard rencontra celui de Julien qui restait à ses côtés, une présence solide au milieu du chaos. « Toi aussi, tu seras arrêté », dit-elle doucement. Non pas une question, mais une constatation. « Oui », répondit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Il y a des choses dans mon passé dont je dois répondre, des gens qui méritent justice. Combien de temps? Avec une coopération totale et le rôle qu'il a joué pour exposer le club, peut-être 3 à 5 ans, intervint Hélène, s'approchant d'eux. Nous avons déjà négocié les termes avec le procureur. Élodie acquiesça, absorbant l'information. 3 à 5 ans, répéta-t-elle, comme si elle testait le poids de ses mots. Le temps suffisant pour qu'un jardin pousse. Julien la regarda avec interrogation et elle continua. Je vais transformer la terrasse de ton appartement en un véritable jardin. Chaque fleur qui y poussera sera un compte à rebours pour ton retour. Et quand tu sortiras... Quand je sortirai, l'interrompit-il, l'attirant pour un baiser désespéré, ignorant les agents qui s'approchaient. Ce fut un baiser de promesse, de rédemption, d'un amour qui avait fleuri dans l'ombre, mais avait choisi la lumière. Quand les agents le séparèrent finalement d'elle, Julien garda ses yeux fixés sur Élodie. « Attends-moi !» Élodie sourit, des larmes non versées brillant dans ses yeux. « Comme une orchidée attend le printemps », répondit-elle, l'observant tandis qu'on l'emmenait. Hélène posa une main sur son épaule. « Tu es plus forte que nous ?»« Que nous l'imaginions tous, Élodie Nassif. »« Je ne suis pas forte, » répondit Élodie, touchant le cordon de soie noire qu'elle tenait encore. « J'ai simplement appris que parfois, l'amour véritable signifie lutter non seulement pour ce que nous voulons, mais pour ce qui est juste. » Les mois qui suivirent la chute du Club Saint-Pierre furent un tourbillon de témoignages, d'audiences et de manchettes scandaleuses. Le nom d'Élodie apparaissait occasionnellement dans les journaux, toujours comme la fleuriste qui a aidé à démanteler un empire criminel. Mais elle se tenait à l'écart des projecteurs, plongée dans son travail et dans la transformation qu'elle avait promis de réaliser. L'appartement de Julien, maintenant sous sa garde par le biais d'un accord juridique complexe, devint son projet de vie. La terrasse, autrefois une vitrine de luxe calculée, était méthodiquement transformée en un véritable jardin suspendu. Chaque plante était choisie non seulement pour sa beauté, mais pour la signification qu'elle portait. Par un après-midi, particulièrement chaud de décembre, alors qu'elle supervisait l'installation d'un nouveau système d'irrigation, Élodie reçut une visite inattendue. Hélène, maintenant officiellement identifiée comme directrice d'une force d'intervention internationale, arriva avec un dossier épais et une expression sérieuse. « Nous avons trouvé plus d'archives », annonça Hélène sans préambule, s'asseyant sur l'un des bancs de marbre du jardin, sur le passé de Julien et sur le tien aussi. Élodie s'arrêta dans ce qu'elle faisait, son cœur s'accélérant légèrement. « Que veux-tu dire ?»« Ton ex-fiancé en France, » commença Hélène, sortant quelques documents du dossier. L'accident qui lui a coûté la vie, ce n'était pas exactement un accident. Élodie sentit ses jambes faiblir, devant s'appuyer contre l'une des colonnes. De la terrasse. Comment ça? Le Club Saint-Pierre t'avait déjà dans sa ligne de mire depuis plus longtemps que nous ne le pensions. Ils sont intervenus quand ton fiancé a commencé à se montrer abusif.
C'était l'un des premiers travaux de Julien, en fait, bien qu'il ne savait pas à l'époque que tu ferais partie de son futur. Les souvenirs qu'Élodie avait enterrés si profondément commencèrent à émerger. Les disputes, les moments de tension, la peur croissante qui l'avait fait fuir vers un couvent dans le sud de la France. Pierre, il me suivait cette nuit-là. Il a dit qu'il ne me laisserait pas partir. Et il n'a plus jamais suivi personne, compléta doucement Hélène. Le club avait diverses méthodes pour résoudre les problèmes. Faire paraître accidentel était leur spécialité. Élodie ferma les yeux, laissant la brise de la terrasse caresser son visage. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?»« Parce que Julien l'a demandé, » répondit Hélène, sortant une enveloppe du dossier. « Il a écrit ceci pour toi, mais il voulait que tu connaisses toute la vérité avant de le lire. » D'une main légèrement tremblante, Élodie ouvrit l'enveloppe, reconnaissant immédiatement la calligraphie élégante. « Ma chère Élodie, on dit que la vérité nous libère. Mais parfois elle nous enferme aussi dans un labyrinthe de coïncidences qui semble trop destiné pour être un hasard. Quand j'ai reçu l'ordre d'éliminer un homme à Nice, il y a 5 ans, je n'avais aucune idée que j'altérais le cours qui nous mènerait l'un à l'autre. Je t'ai observé cette nuit-là, à travers les ombres du couvent. J'ai vu ta force, même au milieu de la peur. J'ai vu comment tu tenais un brin de lavande comme s'il s'agissait d'un talisman. À ce moment-là, tu n'étais qu'une femme de plus que le club avait décidé de protéger, une âme de plus dans sa toile de manipulation. Quand nous nous sommes retrouvés au château Saint-Pierre, je ne t'ai pas immédiatement reconnu. Mais il y avait quelque chose dans tes yeux, quelque chose de familier qui m'a profondément troublé. Ce n'est que lorsque Charlotte m'a montré ton dossier complet que les pièces se sont assemblées. J'aurais dû te le dire avant. J'aurais dû avouer que mes mains portaient le sang de ton passé bien avant de toucher les pétales de ton présent. Mais j'avais peur, non pas de ton rejet, mais que cette vérité ne souille la pureté de ce que nous avons construit. Maintenant, entre ces murs de béton, je comprends que notre amour n'a jamais été une question de pureté. Il s'agissait de rédemption, de comment 2 âmes marquées par l'obscurité peuvent choisir de marcher ensemble vers la lumière. Le jardin que tu construis, oui, les gardiens me montrent des photos, est le symbole parfait de ce voyage. Tu transformes un espace qui a été le théâtre de tant de manipulations en quelque chose de véritablement vivant et honnête. Je ne demande pas ton pardon. Je n'en ai pas le droit. Mais je te demande de comprendre que chaque moment avec toi, chaque sourire, chaque toucher, a été la chose la plus vraie que j'ai jamais vécue. Dans 3 ans, 2 saisons et 15 jours, mais qui compte, je pourrai voir personnellement le jardin que tu as créé. D'ici là, je cultive mon propre jardin intérieur, nourri par le souvenir de tes yeux et par la promesse d'un nouveau départ. Éternellement tien, Julien. Élodie laissa couler les larmes qu'elle avait retenues depuis si longtemps, tachant le papier coûteux de la lettre. Hélène resta silencieuse, respectant ce moment. « Il a sauvé ma vie cette nuit-là », dit finalement Élodie, sa voix à peine plus qu'un murmure, sans même me connaître, sans savoir qu'un jour, le destin a un sens de l'humour particulier, commenta Hélène se levant. La question est, que vas-tu faire de cette information? Élodie regarda autour de la terrasse, vers les jeunes plants qui commençaient à montrer leurs premiers bourgeons. Une orchidée noire en particulier attirait l'attention, la même espèce qu'elle avait vue dans la chambre de Julien cette première nuit. « Je vais faire ce que j'ai toujours fait, » répondit-elle, essuyant ses larmes. « Je vais transformer l'obscurité en fleurs. » La première année de séparation fut la plus difficile. Élodie partageait son temps entre la boutique de fleurs, qui prospérait maintenant avec une clientèle renouvelée et légitime, et le jardin, sur la terrasse de l'appartement de Julien. Les visites à la prison fédérale où il était détenu étaient régulières, mais toujours supervisées, toujours sous le regard attentif de gardiens qui ne permettaient pas de contact physique. Lors d'une de ces rencontres, séparée par une table de métal froid, Julien semblait particulièrement tendu. Son visage, toujours bien rasé, montrait des signes de négligence, et il y avait des ombres sous ses yeux qui inquiétèrent Élodie. « Quelque chose s'est passé, » dit-elle, pas une question, mais une constatation. Julien hésita, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. Charlotte a été retrouvée morte dans sa cellule hier. L'air sembla fuir des poumons d'Élodie.
Comment? Officiellement suicide. Mais nous savons tous les deux que le club a de longs bras, répondit-il, sa voix basse et tendue. Élodie, tu dois faire attention, plus attention que jamais. Je suis surveillé par l'équipe d'Hélène, assura-t-elle, résistant à l'envie de toucher sa main. Et l'appartement a une sécurité renforcée. Ce n'est pas suffisant, insista Julien se penchant en avant. Il y a des gens qui n'ont pas encore été exposés, qui pourraient essayer. Monsieur Moreau, interrompit un garde, sa voix ferme. Reculez, s'il vous plaît. Julien s'éloigna, mais ses yeux restèrent fixés sur Élodie avec une intensité qui fit mal à son cœur. Le jardin, dit-il soudainement. Continue avec le jardin, c'est important. Élodie fronça les sourcils, notant quelque chose dans son ton qui allait au-delà de la préoccupation normale. « Julien, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Un petit sourire toucha ses lèvres, ce sourire qu'elle avait appris à interpréter comme leur code particulier. « Fais simplement confiance aux fleurs, mon amour, elles disent toujours la vérité. » La visite se termina peu après, laissant Élodie avec plus de questions que de réponses. De retour à l'appartement, elle étudia chaque centimètre du jardin avec un regard neuf. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange dans le motif des nouvelles orchidées que Madame Leroy avait insisté pour planter. Utilisant ses connaissances en jardinage, Élodie commença à cartographier la disposition des fleurs. Ce n'était pas aléatoire. Cela formait un motif qui, vu d'en haut, ressemblait à des coordonnées géographiques. Avec l'aide de Marc, maintenant officiellement son contact avec les autorités, elle découvrit que les coordonnées pointaient vers une propriété rurale en périphérie de la ville. « C'est l'une des anciennes maisons sûres du club », expliqua Marc, vérifiant les données sur sa tablette. « Mais elle a déjà été vérifiée et nettoyée pendant les enquêtes. »« Vérifiée par qui ?» demanda Élodie, un soupçon commençant à se former. La réponse vint sous forme de documents supplémentaires découverts par Hélène. L'équipe qui avait enquêté sur cette propriété spécifique était sous le commandement de l'un des membres non exposés du club. Le lieu n'avait jamais été réellement investigué. « Nous avons besoin d'un mandat, » dit Marc, déjà en train de passer des appels. « Non, » l'interrompit Élodie. « Nous devons être plus malins qu'eux. Si nous bougeons officiellement, des documents pourraient disparaître, ou des personnes pourraient mourir comme Charlotte. » C'est ainsi qu'Élodie se retrouva par une nuit sans lune à se préparer pour quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Vêtue entièrement de noir, avec de l'équipement fourni discrètement par Hélène, elle se préparait à s'introduire dans la propriété. « C'est de la folie », protesta Marc une dernière fois, ajustant l'équipement de communication dans son oreille. « Tu es une fleuriste, pas un agent entraîné. »« Non », acquiesça Élodie, vérifiant le petit dispositif d'enregistrement à son poignet, similaire au cordon de soie qu'elle avait utilisé auparavant. « Je suis quelque chose de bien plus dangereux. Je suis une femme amoureuse. » La propriété était une construction ancienne de l'époque coloniale, entourée de jardins mal entretenus qui firent mal au cœur d'Élodie. Utilisant les compétences qu'Hélène avait insisté pour qu'elle apprenne ces derniers mois, elle réussit à accéder à la maison par une fenêtre du sous-sol. L'intérieur était un labyrinthe de couloirs et de pièces poussiéreuses, mais Élodie suivait les instructions chuchotées à son oreille par Marc, qui surveillait ses mouvements grâce à un plan ancien de la maison. Ce fut dans le bureau principal qu'elle trouva ce qu'elle cherchait, un coffre-fort caché derrière un panneau de bois. « La combinaison devrait être dans les archives que nous avons récupérées, » dit Marc à travers le communicateur. « Je n'en ai pas besoin, » répondit Élodie, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Julien m'a appris quelque chose sur les méthodes du club. » Elle s'approcha du coffre, observant attentivement le mécanisme. Ils utilisent toujours des dates significatives, comme la fondation du château Saint-Pierre. Le coffre s'ouvrit, avec un clic doux, révélant des piles de documents et un disque dur externe. Élodie photographiait méthodiquement chaque page quand elle entendit un bruit derrière elle. « Impressionnant », dit une voix familière depuis les ombres. « Vraiment impressionnant. » Élodie se retourna lentement, son cœur s'arrêtant presque, en reconnaissant la silhouette qui émergeait de l'obscurité. « Madame Leroy !» La gouvernante de Julien sourit, mais ce n'était pas le sourire servile qu'Élodie connaissait. C'était quelque chose de plus dangereux, plus calculé. « Savez-vous pourquoi j'ai été désignée pour m'occuper de l'appartement? Pour m'assurer que vous suiviez exactement le chemin que nous avions planifié. » « Vous
Vouliez que je trouve cela? Demanda Élodie, son esprit travaillant rapidement. Oh non, Madame Leroy rit doucement, sortant un petit pistolet de sa veste. Nous voulions que vous nous donniez une raison légitime de éliminer un problème. Le temps sembla se figer à ce moment-là, tandis qu'Élodie fixait le canon de l'arme, pointé sur sa poitrine. Madame Leroy s'était complètement transformée, sa posture servile remplacée par une élégance létale qui révélait des années d'entraînement. Vous avez vraiment cru qu'une simple fleuriste pourrait faire tomber une organisation centenaire? Demanda Madame Leroy, son accent français plus prononcé que d'habitude. Le club Saint-Pierre est comme une hydre. Couper une tête, 2 repoussent à sa place. Élodie resta immobile, son esprit travaillant frénétiquement. Le communicateur dans son oreille était silencieux, probablement bloqué par un dispositif d'interférence. Elle était seule. Alors Charlotte, ça commença Élodie essayant de gagner du temps. Un sacrifice nécessaire, compléta Madame Leroy avec un haussement d'épaules élégant. Elle était devenue trop émotive après sa chute. Un risque que nous ne pouvions plus tolérer. Et Julien, lui aussi est jetable. Quelque chose brilla dans les yeux de la gouvernante. Un bref moment d'hésitation qu'Élodie ne laissa pas passer inaperçu. Julien est compliqué. Il a encore son utilité, tant qu'il est correctement motivé. Vous voulez dire manipulé? Corrigea Élodie, sa voix gagnant en force. Comme vous l'avez fait avec toutes ces femmes, comme vous avez essayé de le faire avec moi. Madame Leroy rit, un son froid qui résonna contre les murs du bureau. Oh, ma chérie, vous avez été notre plus grande création. La fleuriste innocente, l'amour rédempteur qui ferait baisser la garde du grand Julien Moreau. Chacun de vos pas a été soigneusement planifié. Y compris Pierre? Demanda Élodie, voyant un autre éclair de surprise dans les yeux de la femme plus âgée. Mon ex-fiancé en France. Tout faisait partie du plan depuis le début. Vous êtes plus perspicace que vous n'en avez l'air, admit Madame Leroy. Oui, Pierre était notre première tentative de vous façonner, mais il s'est avéré inadéquat. Trop violent, trop impulsif. Julien a été beaucoup plus efficace dans son élimination. Élodie sentit son estomac se retourner devant la désinvolture avec laquelle Madame Leroy parlait de mort et de manipulation. Mais quelque chose dans ses paroles attira son attention. Première tentative? Alors j'étais déjà ciblée avant même de connaître Pierre. Le sourire de Madame Leroy s'élargit. Votre grand-mère ne vous a jamais parlé de votre mère, n'est-ce pas? De comment elle est réellement morte. Le monde sembla tourner autour d'Élodie. Ma mère est morte. Dans un accident de voiture quand j'étais bébé. Non, non, ma petite fleur. Votre mère était l'une de nos recrues les plus prometteuses. Mais elle a commis la même erreur que Julien. Elle est vraiment tombée amoureuse. De votre père, un simple fleuriste libanais. Quand elle a essayé de quitter le club, elle laissa la phrase en suspens, son sens aussi clair que du cristal. Élodie sentit ses jambes faiblir, mais resta ferme. Des années à porter des arrangements lourds lui avaient donné plus de force qu'elle n'en avait l'air. Pourquoi? Pourquoi ma famille? Certaines lignées sont spéciales. Votre grand-mère a peut-être prétendu n'être qu'une simple immigrante, mais le sang nassif porte des secrets bien plus anciens que le club Saint-Pierre lui-même. Un bruit dans le couloir interrompit la conversation. Madame Leroy se tourna, légèrement vers le son, et ce fut tout le temps dont Élodie avait besoin. D'un mouvement rapide, elle lança une poignée de terre d'un des vases décoratifs directement dans les yeux de la gouvernante. Le coup de feu qui suivit manqua de quelques centimètres, frappant le mur derrière Élodie. Elle se jeta derrière. Un bureau massif, tandis que Madame Leroy jurait en français essayant de nettoyer ses yeux. Impressionnant, retentit une nouvelle voix depuis la porte. Mais inutile. Hélène se tenait à l'entrée, sa propre arme pointée vers Madame Leroy. Derrière elle, une équipe tactique se positionnait silencieusement. « Tu es en retard », accusa Élodie, essayant de contrôler sa respiration accélérée. « Désolé. La circulation était terrible », répondit Hélène avec un petit sourire, avant de reporter son attention sur Madame Leroy. « Marie-Claire Leroy, ou, devrais-je dire, comtesse de Saint-Pierre, nous vous cherchions depuis des décennies. » Élodie observa avec stupeur tandis que Madame Leroy, ou qui qu'elle soit réellement, redressait sa posture, toute prétention de servilité complètement abandonnée.
Il y avait une noblesse ancienne dans son maintien maintenant, quelque chose qui parlait de siècles de pouvoir et de privilèges. Hélène Dufour, la comtesse prononça le nom comme s'il s'agissait de quelque chose de désagréable. Toujours à jouer les héroïnes. Non, répondit froidement Hélène. Je termine simplement ce que j'ai commencé il y a 30 ans, quand vous avez ordonné la mort de ma sœur. Le bruit d'hélicoptères s'approchant emplit l'air, et Élodie pouvait voir les lumières de voitures de police à travers les fenêtres. Un du bureau. La comtesse observa tout avec un calme surprenant. « Vous pouvez m'arrêter, dit-elle, laissant tomber l'arme avec une élégance étudiée. Mais le club est plus grand que n'importe quel individu. Il le sera toujours. » « Peut-être, » acquiesça Hélène, faisant signe à son équipe d'avancer. « Mais ce soir, votre rôle s'y termine. » Tandis qu'elle observait Madame Leroy, la comtesse, être menottée et emmenée, Élodie sentit un poids énorme sur sa poitrine. « Ma mère, tout ce qu'elle a dit. » Hélène s'approcha, posant une main sur son épaule. « Ta mère était une héroïne, Élodie. Elle nous aidait à exposer le club quand... » Elle s'arrêta, choisissant ses mots. « Elle voulait un monde meilleur pour toi. Et Julien, il savait tout cela ?»« Pas tout, » répondit une voix masculine depuis la porte. Élodie se tourna pour trouver Marc, tenant un téléphone. Mais il soupçonnait suffisamment pour nous contacter il y a 3 mois, quand il a remarqué que Madame Leroy agissait étrangement dans l'appartement. « Le jardin », murmura Élodie, comprenant enfin. « Les coordonnées dans les fleurs. » « C'était son idée, la sienne et la tienne, » confirma Hélène. « Il a fourni les coordonnées, mais c'est toi qui as déchiffré le code, exactement comme ta mère l'aurait fait. » Élodie marcha jusqu'à la fenêtre, observant le mouvement des voitures et des agents dehors. La nuit était claire maintenant, les étoiles brillant avec une intensité qui semblait significative. « Je dois le voir, dit-elle finalement. Maintenant. » Hélène et Marc échangèrent des regards. « Nous avons déjà obtenu une autorisation spéciale, informa Hélène. Une voiture attend. » Le trajet jusqu'à la prison fédérale se fit en silence, Élodie absorbant toutes les révélations de la nuit. Son monde avait été bouleversé une fois de plus, mais maintenant il y avait un objectif plus grand dans tout ce chaos. La salle de visite privée de la prison fédérale était austère, mais pour la première fois depuis son incarcération, Julien et Élodie furent autorisés à rester seuls. Quand il entra portant toujours l'uniforme de la prison, mais avec une dignité qui transcendait tout vêtement, Élodie sentit son cœur s'accélérer comme la première fois qu'elle l'avait vu. « Tu vas bien ?» furent ses premiers mots, ses yeux parcourant chaque centimètre d'elle à la recherche de blessures. « Oui, » répondit-elle se levant. Cette fois, il n'y avait pas de table métallique entre eux, pas de gardien empêchant le contact. Quand leurs corps se rencontrèrent dans une étreinte désespérée, ce fut comme si les derniers mois de séparation fondaient complètement. « J'ai cru t'avoir perdu, » murmura-t-il contre ses cheveux, ses grandes mains la serrant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Quand j'ai su que tu étais allé à la propriété, tu savais que j'irais, » l'interrompit doucement Élodie, s'écartant juste assez pour regarder dans ses yeux. « C'est pourquoi tu as laissé les indices dans le jardin. » Un petit sourire toucha ses lèvres. « Je savais que tu les déchiffrerais, mais je n'avais pas prévu. Je n'imaginais pas que le roi... » « La comtesse, » corrigea Élodie, voyant ses yeux, s'écarquiller de compréhension. « Alors tu sais, sur elle? Oui, sur ma mère. Aussi. » Élodie s'éloigna complètement maintenant, marchant jusqu'à la petite fenêtre de la pièce. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Sur son implication avec le club ?» Julien soupira passant ses mains dans ses cheveux, d'une manière qu'Élodie avait appris à associer à sa frustration contenue. « Parce que je n'étais pas sûr, il y avait des rumeurs, des histoires anciennes sur un agent double qui avait trahi le club par amour. Mais j'ai seulement fait le lien quand Hélène a commencé à enquêter plus profondément sur le passé de la comtesse. Et Pierre, tu as vraiment... » Elle ne put terminer la phrase. « Oui, » répondit-il simplement. « C'était mon premier travail. Pour le club, ils m'ont dit qu'il était un agresseur, un risque pour une recrue potentielle précieuse. Ils n'ont pas mentionné que la recrue était toi. Ils n'ont pas dit que tout faisait partie d'un plan plus grand. » Élodie absorba l'information en silence. Une partie d'elle voulait crier, pleurer, le frapper, pour avoir été l'instrument de tant de manipulations dans sa vie. Mais une autre partie, celle qui avait hérité de la force de sa mère et de la sagesse de sa grand-mère,
Comprenez qu'ils étaient tous des pièces dans un jeu beaucoup plus grand. Tu sais ce qui est le plus ironique? Dit-elle finalement, se tournant pour lui faire face. Ils ont planifié chaque détail, chaque rencontre, chaque moment, mais ils ont échoué à prévoir la seule chose qui ne peut être contrôlée. Quoi? Demanda-t-il, s'approchant. À nouveau. L'amour véritable, répondit-elle, touchant son visage avec délicatesse. Le même amour qui a fait trahir le club par ma mère pour mon père. Le même amour qui t'a fait choisir de me protéger au lieu de me livrer à eux. Julien captura sa main, embrassant sa paume avec une révérence qui fit monter les larmes aux yeux d'Élodie. « Tu m'as sauvée, Élodie, pas seulement du club, mais de moi-même. Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea-t-elle. Et maintenant, une nouvelle voix. Interrompie depuis la porte, nous avons une proposition à vous faire. » Hélène entra dans la salle, suivie par un homme en costume impeccable qu'Élodie reconnut comme le procureur fédéral chargé de l'affaire. « Monsieur Moreau, » commença, « le procureur, compte tenu de votre coopération fondamentale dans la capture de la comtesse de Saint-Pierre et de votre rôle dans l'exposition des ramifications internationales du club, nous sommes disposés à revoir les termes de votre peine. » Élodie sentit son cœur s'arrêter un instant. Julien resta impassible, mais elle pouvait sentir la tension dans son corps. « Quel terme ?» demanda-t-il prudemment. « Liberté conditionnelle », répondit Hélène avec un petit sourire. « Avec quelques conditions, bien sûr. Vous continuerez à collaborer aux enquêtes, vous porterez un bracelet électronique et vous serez limité à la ville. Mais je pourrai rentrer chez moi, compléta Julien, sa voix chargée d'une émotion qu'Élodie entendait rarement. « À la maison, répéta Élodie, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Au jardin. Le processus de libération prit plusieurs heures, rempli de documents, de termes et de conditions qui semblaient interminables. Mais quand ils sortirent finalement de la prison, le soleil se levait, peignant le ciel de teintes roses et dorées qui semblaient particulièrement significatives. La voiture qui les attendait n'était pas l'un des véhicules luxueux que Julien avait l'habitude d'utiliser, mais un modèle plus discret fourni par Hélène. Sur la banquette arrière, Élodie reposa sa tête sur l'épaule de Julien, leurs mains entrelacées comme s'ils craignaient de se séparer à nouveau. « Où maintenant ?» demanda le chauffeur. Élodie et Julien échangèrent un regard. Des années, d'histoire et de secrets, de douleur et d'amour condensés en un seul moment. « Au jardin », répondirent-ils à l'unisson. Tandis que la voiture traversait les rues de la ville qui s'éveillait, Élodie pensa à sa mère, à sa grand-mère, à toutes les femmes fortes qui avaient pavé le chemin jusqu'à ce moment. Le club Saint-Pierre avait essayé d'utiliser l'amour comme une arme, comme un outil de contrôle et de manipulation. Mais à la fin, ce fut précisément l'amour, dans sa forme la plus pure et incontrôlable, qui provoqua sa chute. « Ah, quoi penses-tu » demanda doucement Julien, ses doigts traçant des motifs doux sur sa main. « Aux fleurs que nous allons planter, » répondit-elle avec un sourire. « Je pense qu'il est temps d'apporter quelques changements au jardin. »« Plus d'orchidées. Noires » la taquina-t-il. « Oh non, » rit-elle doucement. « Nous garderons les orchidées noires. Elles nous rappelleront que même dans l'obscurité la plus profonde, quelque chose de beau peut fleurir. » Les mois qui suivirent la libération de Julien furent un exercice de redécouverte et d'adaptation. L'appartement, autrefois symbole de pouvoir et de manipulation, se transforma progressivement en un véritable foyer. Élodie conserva sa boutique de fleurs, mais consacrait maintenant une partie de son temps à un projet spécial, une fondation pour aider les femmes victimes de manipulation et d'abus. Par un matin particulier de printemps, alors qu'elle travaillait, dans le jardin de la terrasse qui fleurissait maintenant avec une exubérance presque sauvage, Élodie trouva quelque chose enterré entre les racines de l'une des plus anciennes orchidées, une petite boîte métallique qui avait clairement été placée là par Madame Leroy. « Julien » appela-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je crois que tu dois voir ça. » Il apparut rapidement, s'ajustant encore à la liberté de pouvoir répondre à son appel sans restriction. Le bracelet électronique à sa cheville était un rappel constant que sa liberté avait des limites, mais c'était un petit prix à payer pour la chance de reconstruire sa vie. Ensemble, ils ouvrirent la boîte. À l'intérieur,
Il y avait un ensemble de documents anciens et une lettre adressée à Élodie, écrite avec la calligraphie élégante de la comtesse. « Chère Élodie, si vous lisez ceci, cela signifie que le jeu est arrivé à sa fin inévitable. Il y a des vérités qui doivent être connues, non seulement sur le club Saint-Pierre, mais sur votre propre héritage. Votre mère, Amina, n'était pas juste une autre recrue. Elle était la dernière descendante d'une lignée ancienne, gardienne, de secrets qui remontent aux premières sociétés secrètes du Moyen-Orient. Le club Saint-Pierre, dans sa forme originale, a été créé pour protéger ces secrets. Mais le pouvoir corrompt, comme nous le savons bien. Au fil des siècles, le club s'est transformé en quelque chose de plus sinistre, plus contrôlant. Votre mère a tenté de restaurer l'objectif original en utilisant sa connaissance des arts anciens, y compris le langage secret des fleurs qu'elle a transmis à votre grand-mère et qui vous appartient maintenant. Les documents dans cette boîte contiennent la véritable histoire du club, y compris des rituels et des connaissances qui ont été pervertis pour le contrôle et la manipulation. Entre vos mains, ils pourraient être utilisés pour la guérison et la transformation. Quant à Julien, il a été choisi bien avant de vous connaître. Votre père, avant de mourir dans les cachots du club, a prophétisé que seule l'union entre le dernier fantôme et la dernière gardienne pourrait ramener l'équilibre. Utilisez ces informations avec sagesse. Marie-Claire. Dernière, comtesse de Saint-Pierre. Élodie laissa tomber la lettre sur ses genoux, ses mains tremblantes. Julien, qui avait lu par-dessus son épaule, était inhabituellement silencieux. Alors ce n'était pas une coïncidence, dit-elle finalement. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Non, acquiesça-t-il, s'asseyant à côté d'elle, parmi les fleurs. Mais je pense qu'il ne comptait pas sur une chose. Quoi? Que l'amour véritable ne peut pas être manipulé ou contrôlé, répondit-il, prenant ses mains dans les siennes. Que même en étant des pièces dans un jeu plus grand, nos choix, nos sentiments ont toujours été authentiques. Élodie étudia les documents de la boîte, des textes anciens en arabe et en français, des diagrammes complexes montrant des motifs de fleurs et d'étoiles, des rituels de guérison et de transformation que sa mère avait essayé de préserver. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, bien que quelque chose en elle connaisse déjà la réponse. Julien sourit, ce sourire rare qu'elle avait appris à valoriser comme un trésor précieux. « Maintenant, mon amour, nous faisons ce que ta mère a essayé de faire. Nous transformons un héritage de contrôle en un héritage de guérison. » Cet après-midi-là, Hélène leur rendit visite, apportant plus de nouvelles sur les enquêtes en cours. La chute de la comtesse avait déclenché une réaction en chaîne, exposant des cellules du club dans divers pays. « Nous avons trouvé plus d'archives », informa Hélène, acceptant la tasse de thé qu'Élodie offrait. « Sur les rituels originaux, sur le véritable but du club avant qu'il ne soit corrompu. »« Nous savons », répondit Élodie, montrant la boîte trouvée dans le jardin. « La question est, que faisons-nous de cette connaissance ?» Hélène étudia les documents avec un intérêt professionnel. Légalement, cela devrait aller sous la garde fédérale comme preuve. Ou, intervint Julien, cela pourrait être utilisé pour quelque chose de plus grand. Une compréhension silencieuse passa entre les trois. Hélène soupira, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Il y a toujours la possibilité que certains documents se soient perdus pendant l'enquête. Qu'est-ce que tu suggères exactement ? Demanda Élodie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Je suggère, répondit Hélène, posant sa tasse sur la table, qu'il est peut-être temps de créer quelque chose de nouveau à partir des cendres du club Saint-Pierre. Quelque chose qui honore le but original de protection et de guérison, sans les manipulations et le contrôle. Élodie regarda Julien, voyant dans ses yeux le même feu qu'elle sentait brûler en elle. La fondation, dit-elle doucement. Nous pouvons élargir son objectif. Un nouveau type de société, acquiesça Julien, sa main trouvant naturellement la sienne, basée sur le libre choix et l'amour véritable, non sur la manipulation et la peur. Hélène observa le couple avec un mélange de fierté et d'espoir. Ta mère serait fière, Élodie. Tes deux mères, celle qui t'a donné la vie et celle qui t'a enseigné le langage des fleurs. Cette nuit-là, après le départ d'Hélène, et que les documents eurent été soigneusement rangés, Élodie et Julien restèrent dans le jardin de la terrasse. La ville brillait en dessous d'eux, mais au-dessus,
Les étoiles semblaient particulièrement éclatantes. « Tu sais ce qui est drôle !» dit Élodie, blottie dans les bras de Julien tandis qu'ils observaient le ciel nocturne. Ils ont passé des siècles à essayer de contrôler le destin, de manipuler des vies et des cœurs, mais à la fin, c'est l'amour, la chose la plus simple et la plus complexe du monde, qui a tout changé. Julien embrassa doucement sa tempe. Il n'y a rien de simple dans notre amour, ma fleur. Il a survécu au mensonge, au secret, à la prison, et a fleuri malgré tout. Comme les orchidées noires, sourit-elle, regardant les fleurs qui symbolisaient maintenant non plus l'obscurité et les secrets, mais la résistance et la transformation. En parlant de fleurir, dit Julien, sa voix prenant un ton plus sérieux. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Julien conduisit Élodie à travers l'appartement jusqu'à son bureau, ce même endroit où elle l'avait vu jouer du piano pour la première fois. La pièce était différente maintenant. Les fichiers et documents liés au club avaient été remplacés par des partitions et des livres sur la botanique. Au centre de la pièce, sur le bureau ancien, il y avait une seule orchidée noire dans un vase en cristal, mais ce n'était pas une variété qu'Élodie connaissait. « C'est une espèce rare », expliqua Julien, remarquant son regard intrigué. « Elle a été découverte récemment dans une région reculée de l'Amazonie. On l'appelle l'arme de lune, parce qu'elle ne fleurit que les nuits de pleine lune. » Élodie s'approcha de la fleur, émerveillée par ses détails uniques. Les pétales n'étaient pas complètement noirs, mais possédaient de minuscules points argentés qui semblaient refléter la lumière comme de minuscules étoiles. « Elle est extraordinaire », murmura-t-elle, touchant délicatement un pétale. « Mais pourquoi ?» Sa voix s'éteignit quand elle remarqua quelque chose qui brillait entre les pétales, une bague délicate en platine avec une seule perle noire. « Parce que certaines traditions méritent d'être préservées, » dit doucement Julien, retirant la bague de la fleur avec précaution. « Pas celle de manipulation et de contrôle, mais celle qui célèbre l'amour et la transformation. » Il s'agenouilla devant elle, et Élodie sentit son cœur s'accélérer, non pas de peur ou d'appréhension, mais d'une joie si intense qu'elle faisait presque mal. « Élodie Nassif, » commença-t-il, sa voix plus émue qu'elle ne l'avait jamais entendue, « tu m'as appris que même dans l'obscurité la plus profonde, quelque chose de beau peut fleurir. Tu m'as montré que la rédemption n'est pas seulement possible, mais nécessaire. Et plus important encore, tu m'as fait croire que l'amour véritable n'est pas une faiblesse à exploiter, mais une force qui peut changer le monde. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage d'Élodie, tandis qu'il continuait. « Cette bague n'est pas un symbole de possession ou de contrôle. C'est une promesse, de partenariat, de croissance commune, d'un amour qui choisit de fleurir même dans les conditions les plus improbables. Comme cette orchidée qui ne montre sa vraie beauté que sous la lumière de la lune, notre amour a aussi émergé des ombres pour créer quelque chose d'extraordinaire. »« Tu me demandes en mariage ?» demanda Élodie avec un petit sourire. « Bien. » Que connaissant déjà la réponse. « Je te demande bien plus que cela, » répondit-il, ses yeux fixés sur les siens. « Je te demande de construire ensemble un nouvel héritage, de transformer les ombres du passé en lumière pour l'avenir, d'être partenaire non seulement dans l'amour, mais dans la mission de guérir ce qui a été brisé. » Élodie s'agenouilla avec lui, prenant son visage entre ses mains. « Tu sais que tu n'avais pas besoin de tout ce rituel élaboré, n'est-ce pas? J'étais déjà tienne depuis la première fois que je t'ai vue au château Saint-Pierre. »« Ah, mais tu mérites chaque rituel, chaque geste, chaque moment de célébration, » sourit-il, glissant la bague à son doigt. « De plus, j'ai trouvé approprié que notre engagement soit scellé avec une fleur rare et un bijou, mais cette fois par choix et amour, non par manipulation. » Le baiser qui suivit fut différent de tous les précédents. Il n'y avait plus de secret entre eux, plus d'ombres à craindre. C'était un baiser de promesse, de recommencement, d'un futur qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Plus tard, quand la pleine lune apparut enfin dans le ciel, l'orchidée, larme de lune, ouvrit complètement ses pétales, remplissant le bureau d'une lueur argentée éthérée. Élodie et Julien observèrent le phénomène enlacé, leurs silhouettes projetées sur le mur comme une seule ombre. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» murmura Élodie contre la poitrine de Julien. « Qu'après tout, toutes les manipulations, tous les plans du club, nous avons fini exactement là où nous devions être.
mais par notre propre choix. Le destin a un sens de l'humour intéressant. Acquiesça-t-il, ses doigts jouant avec la bague à sa main. Ils ont essayé de nous utiliser comme des pièces dans leur jeu, mais à la fin, nous avons écrit notre propre histoire, compléta-t-elle, levant le visage pour le regarder. Et ce n'est pas encore la fin, n'est-ce pas? Non. Sourit-il. Ce sourire qui était réservé uniquement à elle. C'est juste le début. La lune poursuivit son voyage à travers le ciel nocturne, sa lumière argentée baignant le couple et l'orchidée noire qui symbolisait leur union. Dans le jardin de la terrasse, les fleurs semblaient danser avec la brise nocturne, comme si elles célébraient aussi cette nouvelle page dans l'histoire qui avait commencé avec une fleuriste et un fantôme, et qui s'achevait par quelque chose de bien plus profond et véritable que n'importe quel conte de fées. Le mariage fut célébré 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime tenue dans le jardin de la terrasse. L'espace avait été transformé en un véritable paradis suspendu, chaque fleur racontant une partie de leur histoire. Des orchidées noires se mêlaient à des roses blanches, des lys orientaux et une profusion de fleurs sauvages qu'Élodie avait personnellement choisies. Hélène servit de témoin, son sourire portant la satisfaction de celle qui a vu un plan plus grand se dérouler parfaitement. Marc, devenu un ami proche, était présent en tant que représentant des autorités qui surveillaient encore la liberté conditionnelle de Julien, mais aussi comme quelqu'un qui avait été témoin de la transformation des deux. Élodie portait une robe simple en soie champagne, décorée uniquement de petites fleurs naturelles entrelacées dans ses cheveux. Julien, élégant dans son costume noir, portait toujours le bracelet électronique, un rappel du passé qu'ils avaient choisi de ne pas cacher, mais d'intégrer à leur histoire. Pendant la cérémonie, lorsque vint le moment d'échanger, à leurs vœux, Élodie surprit tout le monde en parlant en arabe ancien, utilisant des mots qu'elle avait trouvés dans les documents de sa mère, min al-dallam ila al-nour, min al-khawf ila al-hub, des ténèbres à la lumière, de la peur. À l'amour, récita-t-elle, sa voix claire et ferme. Nasurman ka al-zahra fi al-rabi'. Nous fleurissons ensemble comme des fleurs au printemps. Julien, qui avait secrètement passé des mois à apprendre la langue, répondit dans le même dialecte. Anti kalbi wa ruhi, min al-an wa ila. Alabad. Tu es mon cœur et mon âme de maintenant jusqu'à l'éternité. La fondation qu'ils avaient créée fonctionnait déjà à plein régime, transformant l'ancien empire de manipulation du Club Saint-Pierre en un réseau de soutien et d'émancipation. Les connaissances ancestrales trouvées dans les documents de la comtesse étaient utilisées pour développer des programmes de guérison et de transformation, combinant la sagesse ancienne avec des pratiques modernes de thérapie et de rétablissement. La paix, pleine lune brillait dans le ciel quand ils firent leur première danse en tant que couple marié. L'orchidée larme de lune, fleurissant maintenant à plusieurs endroits du jardin, semblait bénir leur union de son éclat argenté mystique. Alors, murmura Julien pendant qu'ils dansaient, la dernière gardienne et le dernier fantôme. Unis non par le destin ou la manipulation, compléta Élodie, mais par choix, par amour. Après la célébration, quand les derniers invités furent partis et qu'ils se retrouvèrent seuls dans le jardin illuminé par la lune, Élodie conduisit Julien vers un nouveau parterre qu'elle avait gardé couvert pendant toute la cérémonie. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-elle, retirant le tissu qui couvrait les plantes. Là, poussant en parfaite harmonie, se trouvait une nouvelle espèce d'orchidée, un hybride qu'Élodie avait développé au cours des derniers mois. Les fleurs étaient d'un violet profond qui semblait changer de teinte sous différentes lumières, avec des veines dorées qui brillaient comme des étoiles filantes. « Elle est magnifique, » murmura Julien, touchant un pétale avec révérence. « Comment ?»« C'est une combinaison de plusieurs espèces, » expliqua Élodie, ses yeux brillants de fierté. La résistance de l'orchidée noire, la luminescence de la larme de lune et une touche d'une variété ancienne que j'ai trouvée dans les archives de ma mère. Je l'appelle « promesse de l'aube ». Parce que même dans la nuit la plus sombre, il y a la promesse d'un nouveau jour, compléta Julien comprenant. Exactement, sourit-elle, se blottissant dans ses bras. Comme nous. Une combinaison improbable qui a créé quelque chose d'entièrement nouveau et unique. La brise nocturne jouait avec les fleurs du jardin, emportant leur parfum à travers la ville endormie. En dessous d'eux, les lumières de la métropole scintillaient comme des étoiles terrestres, tandis qu'au-dessus, la pleine lune poursuivait sa veille éternelle.
Tu sais ce que j'ai découvert d'autre dans les documents de ma mère, demanda doucement Élodie. Que le véritable pouvoir n'a jamais résidé dans les rituels ou les manipulations du club. Il était dans l'amour, le type d'amour qui transcende les générations, qui survit aux guerres et aux secrets, qui transforme l'obscurité en lumière. Comme l'amour de tes parents, observa Julien. Comme notre amour, corrigea-t-elle, levant le visage pour l'embrasser. Le baiser fut doux, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, Élodie remarqua quelque chose d'extraordinaire. Toutes les promesses de l'aube s'étaient complètement ouvertes, leurs pétales violets et dorés créant un spectacle de lumière dans le jardin nocturne. On dirait qu'elles approuvent, sourit Julien observant le phénomène. Non, répondit Élodie, ses yeux brillants de sagesse ancienne et d'amour nouveau. Elles célèbrent, comme toutes les fleurs du monde célèbrent, quand quelque chose de vrai et de pur fleurit au milieu des ombres. 1 an après le mariage, le jardin suspendu était devenu un lieu de pèlerinage pour les personnes en quête de guérison et de transformation. La fondation, maintenant connue sous le nom de Jardin des âmes, utilisait la sagesse ancienne des fleurs combinée à des thérapies modernes pour aider les survivants de traumatismes et de manipulation à se reconnecter avec leur force intérieure. Élodie, enceinte de 6 mois, marchait parmi les parterres avec la même grâce que sa grand-mère démontrait en s'occupant des fleurs. Son ventre arrondi portait non seulement une nouvelle vie, mais la promesse de continuité d'un héritage transformé. Julien, enfin libéré du bracelet électronique après avoir exemplaire accompli sa conditionnelle, la suivait avec des yeux qui n'avaient jamais perdu cette lueur d'admiration. Les promesses de l'aube se répandent, commenta-t-elle, touchant doucement l'une des fleurs hybrides qui poussèrent maintenant à divers endroits du jardin. Hélène a dit qu'ils en ont trouvé certaines poussant spontanément dans les jardins de l'ancien château Saint-Pierre. La nature trouve toujours un chemin, répondit Julien, ses mains trouvant naturellement la courbe du ventre d'Élodie. Tout comme l'amour véritable. Le château Saint-Pierre avait été transformé en un centre de rétablissement et d'émancipation, ses anciennes suites de luxe servant maintenant d'espace de guérison et d'apprentissage. Les histoires sombres qui hantaient autrefois ces couloirs avaient été remplacés par des récits de dépassement de soi et de renaissance. Cet après-midi-là, ils attendaient une visite spéciale. Hélène avait trouvé plus d'informations sur la famille d'Élodie, y compris des parents éloignés au Liban, qui portaient également la connaissance ancestrale des fleurs. « Tu es nerveuse ?» demanda Julien, remarquant comment Élodie ajustait répétitivement les fleurs dans un arrangement proche. « Un peu, admit-elle. C'est étrange de penser qu'il existe toute une famille que je n'ai jamais connue, qui partage cette connexion avec les fleurs, avec les anciennes connaissances. Une famille qui sera bientôt encore plus grande, sourit-il, sa main caressant le ventre où grandissait leur fille. Le bruit de l'ascenseur annonça l'arrivée des visiteurs. Hélène émergea d'abord, suivie par une femme âgée qui fit figer Élodie sur place. Le visage ridé par le temps portait des traits indéniables de sa mère, et ses yeux, les mêmes yeux vert olive qu'Élodie voyait dans le miroir chaque jour, brillaient de larmes contenues. « Tante Samira » murmura Élodie, le nom venant d'un endroit profond de sa mémoire, d'histoires que sa grand-mère avait l'habitude de raconter. La femme plus âgée ouvrit les bras et Élodie se sentit attirée vers elle comme par un fil invisible. L'étreinte qu'elles partagèrent fut celle de la reconnaissance, de la connexion, d'un héritage qui avait survécu à travers des générations de femmes fortes. « Ta mère serait si fière » murmura Samira en arabe, ses mains ridées encadrant le visage d'Élodie. « Tu n'as pas seulement survécu aux ombres, tu les as transformées en lumière. » Julien observait la scène avec un mélange de révérence et de protection, conscient du moment historique dont il était témoin. Hélène, à ses côtés, souriait avec la satisfaction de qui voit un cercle se fermer parfaitement. « Viens, » dit Samira prenant la main d'Élodie. « J'ai beaucoup à t'enseigner sur les arts anciens, sur le véritable objectif du savoir que ta mère a essayé de préserver. » Les heures qui suivirent furent remplies d'histoires, de rituels et de connaissances transmises à travers les générations. Samira expliqua comment les fleurs n'étaient pas seulement des symboles ou des outils de guérison. Elles étaient des ponts entre le monde visible et invisible, entre le passé et le présent, entre le traumatisme et la guérison. À la tombée de la nuit,
Tandis que le groupe partageait un repas dans le jardin illuminé par des lanternes et par l'éclat des promesses de l'aube, Élodie sentit sa fille bouger dans son ventre. C'était comme si la petite répondait aussi aux paroles anciennes, aux histoires de pouvoir féminin et de résistance à travers l'amour. « Quel sera son nom ?» demanda Samira, ses yeux sages fixés sur le ventre d'Élodie. Élodie et Julien échangèrent un regard complice avant qu'elle ne réponde « Amina Nour, princesse de lumière », traduisit Samira, des larmes de joie coulant sur son visage ridé. « Parfait. » Plus tard, après le départ des visiteurs et que la nuit eut enveloppé la ville dans son manteau étoilé, Élodie et Julien restèrent dans le jardin. Les promesses de l'aube brillaient de leur propre lumière, créant une ambiance presque magique. « C'est drôle », réfléchit Élodie, blottie dans les bras de Julien tandis qu'ils observaient la ville en contrebas. Le Club Saint-Pierre a passé des siècles à essayer de contrôler le pouvoir par la peur et la manipulation. Mais le vrai pouvoir a toujours résidé dans l'amour, dans la connexion, dans la capacité de transformer l'obscurité en lumière. « Comme tu l'as fait avec moi », murmura Julien, embrassant sa tempe. « Comme nous l'avons fait l'un pour l'autre », corrigea-t-elle, guidant sa main jusqu'où sa fille bougeait. « Et comme Amina le fera dans son propre voyage. » Une brise légère passa par le jardin, portant le parfum des fleurs et des promesses de futur encore non écrits. Les promesses de l'aube se balançaient doucement, leurs pétales violets et dorés reflétant la lumière des étoiles comme des rappels scintillants que même dans les nuits les plus sombres, l'amour véritable trouve toujours un chemin pour fleurir. Et ainsi, dans le jardin suspendu entre ciel et terre, l'histoire de la fleuriste et du fantôme ne trouva pas une fin, mais un nouveau commencement. Un commencement construit sur les fondations de l'amour véritable, de la transformation et de l'éternelle promesse que, comme les fleurs les plus résistantes, les cœurs les plus purs trouvent toujours leur chemin vers la lumière.